Bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière. Alors aujourd'hui, on va repartir un peu dans la spiritualité. On va parler de communication avec les défunts, médiumnité. On a l'honneur d'avoir avec nous David Fontaine. Salut Tat, tu vas bien? Ça va bien et toi? Merci pour ton invitation. Et je suis heureux de venir sur cette chaîne Lumière, parce que je crois qu'on en a besoin en ce moment. Lumière, d'être un petit peu éclairé, et puis surtout d'exprimer aussi le côté un peu allumé. Parce que la lumière, c'est d'être aussi un peu allumé. Et c'est très important d'être allumé parce que ça permet de rêver. Donc en étant allumé, on arrive à voyager un petit peu et à se proposer beaucoup plus de possibilités. On ouvre le champ des possibles quand on est allumé, pour moi. Allumer le feu. Wow. Alors, David, je voulais qu'on fasse une petite présentation. Donc, tu es médium. Yes. Tu fais beaucoup d'événements, c'est pour ça qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Tu parcours beaucoup les routes. Ouais, c'est un vrai plaisir. Vincent. Ben ouais, on bouge sur toute la France, le Toujours Luxembourg, dans la Spirit Mobile. la voiture. On va déposer un concept. Tu sais, Spirit Mobile, on va déposer un concept parce que vraiment cette voiture, elle a fait des kilomètres, mais je crois qu'elle a vu pas mal de pays francophones, hein, franchement. Ben vous êtes un peu les gitans de la spiritualité. Il vous faudra un petit van, tu vois, avec. Et t'imagines la Mystery Mobile, la banane de Scooby-Doo. Putain, la Mystery Machine, trop fort. Ah ouais, pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Il nous manquerait le chien. Vert et blanc, un vieux combi Volkswagen. Mais ouais, putain. Tu mets ton lit là-dedans et tout. Tranquille. Ouais, ça roule pas vite par contre. On mettrait plus de temps. Voilà, écoute, voilà, mais en même temps, c'est bien aussi, ce côté, tu sais, tu reprends en communication avec la nature, tu profites, parce que les hôtels, c'est bien, on est toujours très bien accueillis, on fait des coucous à tous les hôtels qui nous reçoivent, mais il y a aussi, des fois, un besoin de communion avec la nature, et c'est vrai qu'on aurait une mystery machine, ouais, ce serait pas mal aussi. Donc c'est pas une tente, moi je suis un peu claustro, donc la tente, le tente, quand j'ai le visage là, je peux pas respirer. J'ai besoin soit d'un mobil-home, d'une structure en dur, parce que la tente, je peux pas, j'y arrive pas. Vous avez entendu, si vous avez un don, un vieux combi que vous servez plus, n'hésitez pas, on est preneur. Et on va le refaire complètement, t'imagines, avec le logo et tout, Mystery Machine. Ça serait trop fort, trop fort. Et puis il va falloir acheter un dog allemand. Et pas le choix, mais un dog allemand qui parle. Ah oui, ça va être plus dur. Moi, je veux un dog allemand qui parle. Parce que s'il parle pas, au pire, je demanderai à ma copine Christelle Thompson pour la communication animale. Ah ouais, faut voilà, elle fera la traduction. On va y arriver. Je pense que si on a des gâteaux, si on a de la charcuterie, tout ça, le chien, il parlera. Je suis sûr. C'est une évidence. Alors, David, dis-moi, à quel âge t'as compris que t'avais des dons? Ah, tardivement. Pour t'expliquer, c'est arrivé quand même tardivement, hein. Dans l'enfance, c'était déjà. En fait, ça a été vraiment très présent dans l'enfance. Et c'est plus mes parents qui s'en rendaient compte que moi. C'est-à-dire que pour moi, comme beaucoup d'enfants qui sont médiums, on a l'impression d'avoir des amis imaginaires. La problématique des amis imaginaires, c'est qu'à un moment, tu te dis, merde, mes copains et copines à l'école, ils voient pas ce que je vois. Ouais. Donc, c'est peut-être des amis imaginaires finalement. Donc là, t'as senti quand même. Et tu poses des questions parce qu'en fait, tu te dis, par exemple, tu vois, j'ai un exemple avec ma maman. Souvent, à l'époque, on habitait quand même le Royal. Ma maman, elle me disait, t'allais dire au revoir à la petite fille, enfin bonne nuit à la petite fille dans le couloir le soir. Donc ma mère, elle flippait, elle allumait toutes les lumières, t'imagines le truc, quoi. Et ça fait se poser des questions, évidemment. Et c'est vrai que quand j'ai vu que mes copains de classe ne voyaient pas ce que je voyais, je pense à mon pote d'enfance Stéphane, avec qui on est toujours en contact, vraiment, lui, il voyait pas ce que je voyais, donc je passais pour un peu le farfelu. Pour te dire, à l'école primaire, on m'appelait Nostradamus. Le directeur d'école, Monsieur Fruitoso, qui est décédé aujourd'hui, qui était un directeur d'école exceptionnel, vraiment, il m'appelait Nostradamus. Et c'était très drôle parce que c'était déjà là. Et puis, à un moment, quand tu vois que tes copains et copines, ils voient pas comme toi, tu dis, en fait, ils ont peut-être raison. En fait, ils sont peut-être des amis imaginaires. Tu te remets en doute, tu te remets en cause. Et puis, ayant voulu faire un parcours plutôt scientifique, puisque je voulais être vétérinaire, je me suis dit, voilà, ça s'arrête. Et puis c'est comme ça, quoi, tu vois. J'ai lâché. Et il aura fallu une expérience de mort imminente le 26 décembre 2011 pour, entre guillemets, que tout ça revienne. Alors, entre deux, il y a eu quand même des petites perceptions, des petits flashs. J'ai travaillé à psychométrie. La psychométrie, c'est le fait de pouvoir prendre un objet dans sa main et d'en raconter l'histoire. Ce que faisait d'ailleurs un célèbre parapsychologue français qui s'appelait Raymond Réan.
qui est décédé aujourd'hui, qui a été testé par de nombreux scientifiques, hein, je le dis, parce que on dit toujours, ouais, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Mais attendez, il y a des trucs qui ont été faits et testés. Vous prenez les recherches de Lancelin, de Casselan, des spirites à l'époque de Victor Hugo, Camille Flammarion, Marie Curie. Voilà, alors même s'il y avait beaucoup d'opium à l'époque, parce qu'on va recadrer aussi le truc, mais il y a des expériences qui ont été faites, et Raymond Réan, quand il a été testé, il était capable de raconter l'histoire de certains objets, donc là, on peut pas remettre ça en cause. Aujourd'hui, certes, on est dans une ère de matérialisme, on voit bien que les gens, aujourd'hui, ils ont besoin, entre guillemets, de preuves, etc., etc., mais Carl Sagan, qui était astronome, disait « l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence ». Et en fait, on regarde toujours suivant le contexte historique et technique et technologique dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on aura une compréhension justement du phénomène par rapport à nos configurations scientifiques du moment. Alors qu'aujourd'hui, on sait, puisque la médiumnité est étudiée de façon sérieuse, on sait que la médiumnité, elle existe. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui disent, voilà, on est face à un phénomène qu'on n'explique pas, on n'est plus dans la croyance, on sait aujourd'hui que c'est lié aux états modifiés de conscience, on sait que c'est lié aux cristaux d'apathie qu'on a ici dans un petit truc qui s'appelle la glande pinéale, et que cette glande pinéale, comme par hasard, chez les médiums, chez les chamans, elle est présente en plus grande quantité. Donc l'apatite, c'est une pierre semi-précieuse dont les vertus sont de capter, entre guillemets, les ondes et vibrations. Et si on regarde Einstein et Tesla, ils disaient bien que le monde, en fait, fonctionne sous forme d'énergie, de vibration, et, entre guillemets, que nous pouvons toutes et tous capter. Je te prends un exemple, tu veux acheter une maison, tu vas rentrer dans la maison, tu vas, oh putain non, je sens pas la maison. Et en fait, on l'a tous, ça. Qu'on appelle une impression, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, ce sont les cristaux d'apathie qui vont retraduire, suivant nos types d'intelligence, ce que nous ressentons. C'est-à-dire, quelqu'un qui va avoir une intelligence, par exemple, visuelle, va être capable de retranscrire en images des perceptions. Quelqu'un qui a une intelligence auditive, tu vois, qui à l'école écoutait le prof, était capable de remettre, entre guillemets, le soir même, tout ce que le prof avait dit par écrit. On sait que cette personne-là, elle aura beaucoup plus de clairaudience. Elle l'entendra beaucoup plus facilement. Et puis, tu as les gens comme moi, tu vois, je parle avec les mains, j'ai besoin de me déplacer quand je suis au téléphone, je suis plus kinesthésique, et bien, j'ai plus facilement du clair ressenti. Donc, je vais avoir beaucoup plus de ressenti, et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que on a toutes et tous des possibilités de capter à des moments, en plus de l'intuition, parce qu'il y a aussi l'intuition qui est là, mais on a toutes et tous des capacités à capter. Mais après, c'est pas tous notre chemin. On a tous cet outil-là, on tape tous dans un ballon, on fera pas une carrière de footballeur pro, c'est pas grave, on sait tous faire à manger, mais on nous fait tous un resto, et c'est ok en fait. Tu vois, on parle du mot don très souvent. Tu as un don, t'es tatoueur, tu sais dessiner. Moi, si j'essaie de faire ce que tu fais, voilà, moi si je peux te faire un nounours. Les têtes de nounours, tout le monde dit qu'elles sont belles mes têtes de nounours. Mais ça t'as vu, quand Vincent m'a interviewé, je parle de ça à un moment donné, où je dis, moi j'y crois pas, je dis c'est juste du travail, et je pense que si tout le monde travaille à quelque chose qu'il aime faire, parce que si on prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, on va pas au bout, mais... Après, ça se développera parce qu'il y a une plus grande, je te dis, pour les capacités psychiques, c'est vraiment la quantité de cristaux d'apathie contenus de la glande pinéale qui vont faire que. Alors, glande pinéale, ou pour les scientifiques, épiphyse, pardon. Tout à l'heure, là, tu parlais à l'époque de Marie Curie, il y avait beaucoup d'opium ou quoi. Est-ce que tu penses que les drogues, alors je fais pas l'apologie des drogues, hein, mais on est bien d'accord. Ça peut aider à ouvrir l'esprit. Tu sais, j'ai entendu parler des chamans il y a très longtemps, même à l'époque des hommes préhistoriques qui léchaient des escargots hallucinogènes et puis pour rentrer en communion. Est-ce que ça aide à ouvrir des portes? Non seulement ça aide, mais sache qu'il y a même une étude qui vient de sortir dans la revue Frontières en neurosciences, alors en anglais Frontiers in Neurosciences, est une revue anglaise, qui vient de montrer que chez une patiente Alzheimer qui ne parlait plus et ne marchait plus depuis près de 10 ans, en donnant un champignon contenant de la psilocybine, alors ça s'appelle la psilocybine, qui devient de la psilocine dans le corps, en fait, un acide aminé, eh bien, la patiente, en quelques heures, elle a retrouvé la parole, l'usage de la marche, etc. C'était 5 grammes de champignons. L'étude est actuellement en cours de finalisation, et la dame, avec un traitement de 3 grammes de champignons, je crois que c'est tous les 15 jours, en fait, elle a retrouvé une vie normale. Alors, est-ce que notre état naturel ne serait pas finalement cet état qu'on appelle l'état alpha au niveau des fréquences cérébrales, c'est-à-dire un état de relaxation légère, et qui fait que par l'ère du matérialisme,
on s'est mis dans un conditionnement de stress et qui a créé un état bêta qui n'est pas notre état naturel. L'état bêta, c'est entre 14 et 30 Hz au niveau de la fréquence cérébrale. Et c'est intéressant parce que si ça se trouve, notre état naturel, c'est vraiment l'état alpha, c'est-à-dire l'état de relaxation légère. C'est celui qu'on a au moment où on s'endort. Comme par hasard, c'est là où on commence à ressentir des choses. Quand on se réveille, on ressent des choses. Ou quand on est dans aucune attente, dans un état d'accueil. Exemple, il y a plein de gens qui me disent « Ah bah j'étais en train de jardiner, puis d'un coup, j'ai eu le parfum de ma grand-mère décédée. » Ah ouais, parce que t'attendais rien. Et c'est ça en fait. Je crois que les études qui vont avancer là, parce que la psilocybine et les champignons actuellement, la chouanga par exemple, on s'aperçoit que on a des résultats sur les gens dépressifs, on a des résultats sur les gens qui ont des addictions comme l'alcool, et c'est absolument incroyable parce que si ces études sont avérées, il n'y a pas d'effet indésirable avec ces champignons. Donc c'est plutôt bien, parce qu'aujourd'hui on utilise plein de médicaments, et tant mieux, hein. Moi-même j'ai eu des antidépresseurs pendant un moment suite à un burn-out. Je crois que c'est bien d'avoir ce qu'il faut, mais si on peut avoir des produits naturels, et je pense que j'allais dire la nature nous les donne, on peut partir dans des états modifiés de conscience, à condition que ce soit contrôlé, premièrement. Deuxièmement, à condition de ne pas en abuser, puisque le chocolat c'est bon, mais le chocolat en excès c'est pas bon. L'alcool, on peut boire un verre de vin, de très bon vin, c'est pas un problème. Boire 12 bouteilles, c'est un peu plus chiant. Non mais, je pense qu'on peut avoir des plaisirs. Le tout est de comprendre que si on est dans l'excès de tout, c'est un équilibre. On se perd. C'est un équilibre. Même l'excès de sport, limite. Mais moi, je vois des gens qui sont cassés par le sport. J'en ai vu qui étaient dans la compétition. J'ai des gens qui ont fait de la compétition à haut niveau. Étant enfant, on voit les danseurs. Je prends les danseurs de ballet. Le régime strict qu'ils doivent suivre, ils sont tout cassés. Si vous regardez les pieds des danseurs, des danseuses de ballet, c'est une catastrophe. Je le dis bien, c'est une catastrophe. Donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans une notion d'équilibre entre cette réalité de la vie terrestre et les capacités psychiques qu'on a tous, en fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est notre chemin? Est-ce que c'est vraiment notre chemin? Parce que notre chemin, c'est peut-être pas tous être médium. On peut avoir des fulgurances, des choses ponctuelles qui vont venir et qui vont nous aider. Mais est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, notre chemin à tous d'aller faire de la communication avec les défunts, d'aller faire de la voyance, d'aller faire de la guidance? Peut-être pas. Et heureusement d'ailleurs. Moi, je suis admiratif du travail que tu fais. Regardez. Voilà. Non, mais je le dis, je suis admiratif parce que je sais pas le faire. Je me souviens de notre couvreur qui nous avait fait dans notre ancienne maison un toit avec des losanges, des super. Je suis incapable de faire ça. Je le dis. Et je suis admiratif parce que je crois qu'on a tous des dons. On est doué à. C'est juste ça en fait le truc. Du coup, à cette période-là, quand tes parents, eux, ils ont compris que ça a été compliqué pour eux. Alors j'ai eu une chance, c'est d'avoir une famille très ouverte. Alors vraiment, on a pu discuter, on a pu échanger. Et puis quand j'ai recommencé la psychométrie, je me souviens d'un jour, on était dans un restaurant à Trouville-sur-Mer qui s'appelle l'Île Parasol, et il y avait ma prof de chant qui était là. Et ma prof de chant me dit « Bon, tu fais ça ?» Et elle me tend une bague. Et au moment où elle me tend une bague, je commence à lui dire « Qui c'est Jean-Pierre? Pourquoi il est loin et pourquoi il est triste ?» Elle me dit « Mais Jean-Pierre, c'est mon frère qui est en Australie, je ne vois plus. » Juste en touchant une bague. J'ai eu mes parents qui sont bouche bée, qui regardent, ils disent « C'est pas quoi ?» Et ça, ma prof de chant, avec qui je suis toujours en contact, elle pourrait, entre guillemets, attester ça, tu vois. Donc, quelle est la capacité d'avoir cette information? Comment vient-elle? D'où vient-elle? Est-ce que c'est un champ quantique qui est là, etc., etc. Et mes parents, ils ont assisté à tellement de choses comme ça. Je me souviens de ma maman, la première médiumnité que j'ai faite à la librairie L'Eau Vive, on fait un petit coucou à Valérie. Je me souviens, elle m'a pleuré dans les bras et elle m'a dit « Mais je comprends mieux ce que tu vivais étant enfant. » Elle me dit « Je me souviens bien de ce que tu me disais, tu me parlais de choses, etc., etc. » Mais elle a fait le rapprochement et quand elle est venue voir, ça paraît complètement dingue. Donc j'ai cette chance que mes parents ont été ouverts parce que ma maman a un frère qui fait de l'astrologie et de l'alchimie. Et puis mon papa avait un grand-oncle qui était toucheur. En dehors, voilà, il n'y a pas d'autre cas dans la famille. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir communiquer sur cette partie-là, de pouvoir dire, voilà, il se passe réellement des choses, et puis d'être soutenu, d'être écouté. Parce que il y a des enfants qui n'ont pas cette chance, et qu'on emmène voir des psys, à qui on donne des traitements, etc.
En fait, ils ont juste une hypersensibilité. Et moi, j'invite vraiment les parents qui sont dans ces cas-là, amusez-vous avec vos enfants, faites un jeu. Parce que j'ai plein de parents, moi, qui viennent me voir, qui me disent, ah, mon fils, il voit ça, il entend ça, etc., etc. Dites que c'est un secret entre lui et vous, mais ne lui dites pas non. Parce que vous allez le frustrer, vous allez l'enfermer dans quelque chose, et il va devoir réfréner les pulsions et se couper de ses ressentis. Ouais. Donc, dites-lui que c'est un secret entre lui et vous, et qu'il n'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Et puis faites des jeux. Prenez des cartes de Zener. Les cartes de Zener, c'est 5 symboles. On a le rond, on a le plus, on a le triangle, on a les vagues, et on a l'étoile de mémoire. Et essayez de lui faire deviner les cartes. Regardez quel taux de réussite il a. Ça peut être un jeu, Ouais. mais amenez-le de façon ludique, sans contrarier votre enfant. Je crois que c'est l'écoute, ça permet vraiment, parce que moi, j'ai des parents qui me disent, mais mon fils, il me parle de mon grand-père, mais il l'a pas connu, il l'a jamais vu, il me le décrit, il sait comment il s'appelle, il sait ce que j'ai vécu. Forcément que c'est troublant. Et aujourd'hui, les psychologues cliniciens avec lesquels je travaille, donc je parle de scientifiques, ils me disent, on a des phénomènes de gens qui sont en train de vivre des choses comme ça. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que aujourd'hui, la science est confrontée à quelque chose qu'elle n'explique pas et elle ne peut plus nier. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu des thèses et on a dit ah ouais mais non ça va pas, c'est une anomalie. Ça c'est une anomalie, ça c'est une anomalie. Et finalement quand on a eu des scientifiques courageux, ils sont allés regarder ces anomalies et ils ont dit ah il y a plus d'anomalies que de choses normales. Merde. Et si on s'intéressait aux anomalies? Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, la science, il y a une idée de chercher dans la science, de douter. Alors évidemment, on a des débuts d'explications aujourd'hui, qui ne seront peut-être pas les explications de demain. Évidemment. Mais aujourd'hui, c'est étudié sérieusement, il y a des gens qui le font à l'université de Lorraine, je pense à l'université de Lorraine. J'ai la chance de côtoyer Evelyne Josse, qui était à l'université de Lorraine de Metz, qui est maintenant dans la Manche, avec laquelle je vais travailler en mars 2028. Il y a Renaud Évrard qui permet, avec son association justement Anne au Mali, à Nancy, de tester vos capacités. Si un jour vous voulez aller à l'université de Lorraine, vous vous inscrivez à cette association. Si vous voulez tester vos capacités, ils ont la possibilité de vous emmener dans des états modifiés de conscience, avec des électroencéphalogrammes, avec des choses comme ça. Et il y a un vrai suivi. Il y a des doctorants qui font des thèses sur la télékinésie, sur le magnétisme, sur les voilà. Donc tout ça, en fait, c'est très très ouvert. Donc plus entre guillemets on va tester, plus on va aller regarder, on va, par ce biais, avoir de plus en plus de sujets, donc de plus en plus de résultats, et par ces résultats, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Alors, on ne pourra pas tout expliquer, et je crois que c'est assez normal, et il faut l'accepter aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va expliquer ça, attendez, on ne peut pas tout expliquer. Et pourquoi ça pousse, et pourquoi ça pousse pas, et ça pourquoi ça marche, et ça pourquoi ça... Des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent et ça, c'est le propre de la vie. Et moi, je rigole toujours parce que je leur dis, mais les gars, vous allez chercher à expliquer Dieu, quelle que soit la religion qu'on est, vous allez chercher à expliquer l'univers, vous allez chercher à expliquer ça. Pour moi, on n'y est pas. Laissez faire. Et essayez déjà de regarder ce qu'on peut faire pour comprendre le fonctionnement des êtres humains dans la partie physique, mais aussi dans la partie énergétique, et puis dans la partie spirituelle. Si déjà on fait ça, on va déjà avancer parce que aujourd'hui, on sait de sources sûres que la majeure partie des maladies viennent de problèmes émotionnels. Ils viennent se cristalliser dans la partie énergétique et qui viennent ensuite dans le corps. On le sait. Il y a une relation organe-émotion qui est plus à démontrer. Dr Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies. Je pense au docteur Philippe Gransart, qui est à Grenoble, qui a écrit « Et si la maladie cherchait à nous guérir ». Il y en a plein des études dans ce sens-là. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est de comprendre qu'on commence à avoir des pistes et que en collaborant ensemble, c'est-à-dire la médecine allopathique, l'énergétique et la partie émotionnelle, on peut réussir à apaiser entre guillemets les patients, à trouver des solutions. Et ça, j'y crois très fortement parce que je le vois tous les jours depuis 16 ans. Et tout à l'heure, tu parlais de l'histoire des objets. Ouais. Tu sais, j'avais entendu quelque part un gars qui disait, il faut toujours faire attention quand on fait le genre des vides-greniers ou des trucs comme ça. On peut se retrouver à acheter un objet, mais
Est-ce que l'histoire de l'objet peut avoir un impact sur Bien sûr, à partir du sur moment où énergétiquement, enfin, émotionnellement, il est chargé. Donc ça veut dire que dans sa partie astrale, il y a une émotion. Dans la partie éthérique, on appelle la partie énergétique, il va y avoir des informations aussi. Donc, par exemple, une bague que tu auras achetée quelque part et été portée, qui a une histoire, tu peux la porter. Ça va être embêtant, mais sans aller dans une brocante. On parlait de la maison tout à l'heure. Ouais. Une maison dans laquelle il y a eu des meurtres, etc., etc. Il est évident que quand tu vas rentrer, moi je peux pas. Il y a des endroits où je peux pas rentrer. Il y a des lieux qui sont chargés. Je pense à certaines plages du débarquement, à certains endroits lourds, etc. Je me souviens un jour en Alsace avec des amis, on visite et en fait on fait la route des vins et je suis complètement mais en stress, limite nausée, mais pas bien du tout. Et en fait, sans le savoir, on est à quelques kilomètres, voire quelques mètres du camp du Struthof. Donc imagine le truc, c'est très perturbant parce que moi je connais pas cette route et pourtant plus ça va, plus on se rapproche, moins je vais bien. Donc je sais que Ouradour par exemple, Ouradour 3 à 4 kilomètres avant, je suis malade. Je peux pas m'en approcher, j'y suis jamais allé, j'irai jamais parce que je peux pas. C'est beaucoup trop lourd pour moi. Énergétiquement. Quand j'entends oui, on a été nettoyé, on a été faire ça. Il y a aussi des choses qui ne se nettoient pas, des âmes en peine. Quand il y a des massacres comme cela, on fait pas comme ça et c'est fini, c'est réglé. Il y a tout un travail. Quand une âme, elle reste, je ris beaucoup, hein, je vais faire plein de copains. Je ris beaucoup avec en ce moment, il y a une grande mode, tout le monde est passeur d'âme. Le passage d'âme, faut déjà comprendre pourquoi l'âme, elle est restée. C'est déjà la base de tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin d'un médium pour faire un dialogue entre l'âme, entre guillemets, pourquoi elle est restée, qu'est-ce qui fait qu'elle est encore là, qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, elle se sent coincée, est-ce que ce n'est pas une simple croyance, parce que moi je me souviens un jour d'un défunt qui me dit, mais en fait je suis pas mort, la preuve, vous me parlez. Et en fait on utilise la technique de la feuille, moi je me souviens de la technique de la feuille, on prend une feuille et je lui dis, regarde, la feuille elle bouge. Je dis, tu vois, moi je suis incarné, à toi. Et la feuille bouge pas. Et je lui dis, tu vois, en fait, elle n'a plus lieu d'être ici. Tu vas retrouver des gens que tu aimes de l'autre côté, qui sont passés de l'autre côté, qui t'attendent. Et c'est là où je dis, c'est important de comprendre que les âmes, elles ne sont jamais bloquées, sauf à leurs propres croyances. Et je me souviens d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de côtoyer le père François Brune à de nombreuses reprises. Il a fait la préface de mon premier livre à l'époque. Et François m'avait soumis à un test avec une photo d'une personne. Et je dis, je comprends pas, cette âme se dit damnée alors qu'elle ne l'est pas. Et en fait, c'était quelqu'un qui était dans les ordres et qui avait commis le péché de la chair. Voilà. Et en fait, cette personne se croyait damnée. Mais je dis, en fait, il est damné que par sa croyance. C'est sa propre croyance qui l'enferme là-dedans. D'accord. Si jamais lui il dit c'est ok, tout va bien se passer en fait. Tout se passera très bien. Et je crois que c'est ça en fait. La clé, elle est vraiment dans cette partie où on s'enferme dans des croyances. Un petit père, c'est pareil, c'était dans mon 3e bouquin, un petit père qui décède et en arrivant de l'autre côté, il m'explique en fait, j'ai été dans le noir pendant longtemps. Alors je me dis bon. Et je comprends pas parce que en fait on vient toujours nous chercher, que ce soit nos guides, notre ange gardien ou des défunts proches, voire même nos animaux qui viennent nous trouver. Et en fait, il s'est enfermé simplement lui dans le fait que quand on est mort, il n'y a plus rien. Ouais, c'est le néant. Et en fait, il a fait ça. Donc il y avait toute sa famille, ses proches qui étaient là, qui disaient on va attendre qu'il joue les yeux, quoi, on va attendre qu'il nous écoute. Mais c'était lui qui s'était enfermé. Et à un moment, il a eu un raisonnement logique en disant mais je comprends pas, je suis encore capable de penser. Mais si je suis mort, pourquoi je pense encore? Il y a peut-être quelque chose finalement. Du moment où il admet qu'il y a quelque chose, il y a un petit rond lumineux, il m'expliquait, il dit j'ai vu un espèce de petit rond lumineux devant moi. Je dis tiens, c'était pas là ça avant. Et finalement, c'était quelque chose. Et plus il admettait l'idée qu'il y ait quelque chose, plus en fait, et d'un seul coup, il a vu tous ses proches qui étaient là, qui l'attendaient, en fait, qui étaient venus le chercher. Donc, il y avait que lui qui s'était enfermé. Ça n'est qu'une croyance. Et on se souvient pas toujours du coup de notre décès en fait. Alors dans des traumas, oui, il est possible. Moi j'ai des gens qui ont eu des accidents traumatiques ou qui sont partis violemment, qui ne se souviennent pas de la façon dont ils sont partis. Ils vont me décrire des symptômes dans des départs volontaires. Il peut arriver effectivement que la personne me dise j'ai la tête qui tourne, et puis ils me disent j'ai envie de vomir et c'est accidentel. Ça s'appelle du déni. Les gens qui me font du déni, ça arrive. Et n'oubliez jamais d'ailleurs qu'en médiumnité, vous transmettez ce que le défunt vous transmet.
c'est pas forcément la vérité. C'est ce que lui a envie de vous dire. Ouais. Ça, c'est très important de l'entendre. Et à nous, médiums, justement, d'aller ressentir si c'est juste ou pas. Il peut y avoir aussi la problématique de ce que le défunt a envie de transmettre. Et moi, je me marre avec ça parce que des fois, Même de l'autre côté, on reste. On a des traits de caractère. Il y a une part on de la reste personnalité faillible qui un reste. peu avec nos émotions. Mais nous en sommes fait, faillibles. ouais. Moi, j'invite les gens à regarder Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. J'adore ce film. Parce qu'en fait, il est tellement vrai. Je pense que les conseillers techniques qui ont bossé sur le film, ils sont exceptionnels. Parce qu'on voit Robin Williams, quand il arrive de côté, il évolue dans la peinture. Ce qui était le trait de caractère de son personnage dans la vie terrestre. Donc, il se crée des images, des machins, des trucs, et il ne comprend pas qui vient le chercher. Jusqu'à un moment où le défunt qui lui parle dit quelque chose, et là, il comprend qui est ce défunt. Alors, je ne spoil pas le film, vous le regarderez, mais ce film, il est extrêmement bien fait. Et puis, on parlait des âmes damnées, et bien, on a l'exemple type dans le film. Donc, à la fin du film, vous regarderez, et on a l'exemple type des croyances dans lesquelles nous sommes capables de nous enfermer de l'autre côté. L'astral est le monde de la pensée. Tout ce que nous croyons va se réaliser. Nous créons notre propre vision de l'au-delà. Ça, on en parle dans le documentaire aussi, parce que je vois plein de gens qui se créent des trucs avec des monstres, des machins, etc., et qui ont des expériences de mort imminente horribles. Bah ouais, parce qu'en fait, ils sont dans des bad trips, ils sont dans des choses, entre guillemets, avec des peurs, etc. C'est comme si tu regardais le monde avec un filtre Snapchat de la peur. Ouais. Ah oui, tu vas voir la peur. Si tu veux voir la peur, tu vas voir la peur. Par contre, si tu enlèves ça, il n'y aura plus la peur. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'on meurt super mal en Occident. Vraiment. Je le dis, j'ai des amis qui font de l'accompagnement de fin de vie. Je pense à Laine Giroux au Québec. Je pense à comment il s'appelle, à Sylvie Ouellette au Québec également, parce qu'ils ont un petit peu d'avance là-dessus. Je crois que c'est important d'apprendre à bien mourir, à se dire comment je peux partir sereinement. Est-ce que je peux aller libérer tous mes traumas? Est-ce que je peux tout simplement comprendre ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui me fait mal? Est-ce que j'ai eu le temps de dire pardon? Est-ce que j'ai eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire avant de partir? Ouais. C'est tellement important. C'est là-dessus qu'on travaille. D'ailleurs, on prépare un documentaire sur le deuil, dans lequel il y aura Vincent aussi, puisque Vincent a une grande part aussi. Il a fait l'accompagnement de fin de vie en EHPAD, Ouais, bah oui. et pas n'importe quel EHPAD. Les Panzani. Des pâtes, oui mais des Panzani. Désolé. Et j'ai un stock de blagues pourries, j'avais pas envie de dépasser. Et, et donc, c'est hyper important de comprendre qu'on meurt très très mal. Tu sais qu'en Asie, on pleure quand quelqu'un vient sur Terre et on fait la fête quand il s'en va. Ça me paraît dingue quand même. Tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai appris, il y a une loi en Chine qui interdit de se réincarner sans l'autorisation du gouvernement. Waouh. Ah, tu sais, dans le Delaware, il est interdit aux chiens de conduire. Et tu sais, c'est pas une blague. Je fais le contexte. Il y a un monsieur un jour qui rentre chez lui et tu sais, je sais pas si tu vois les maisons aux États-Unis, il y a des petites pentes très très légères. Hein. Le monsieur arrive chez lui, il ouvre la porte et il s'en va pour ouvrir son garage. Il n'est pas une porte automatique et il lui tire son frein à main. La porte de voiture ouverte. Donc le chien tout content fait la fête au maître. Il s'assoit sur le siège et la voiture commence à reculer tout doucement, tu vois. Hein. Et bing, elle rentre dans une bagnole qui passe. Qui est au volant? Le chien. Donc il y a une loi maintenant qui fait dans le Delaware que les chiens n'ont pas le droit de conduire. Voilà, donc tu imagines les conneries qu'on est capable de pondre, hein, tellement on est con. Hein, voilà, donc mais c'est très drôle, c'est très très drôle. Donc heureusement, la réincarnation, on est capable de pouvoir se réincarner si on en a envie, si les conditions le permettent. Il y a tellement de paramètres qu'on ne connaît pas encore sur la réincarnation, et je pense qu'aujourd'hui, donner une vérité là-dessus, ce serait prétentieux. Ouais. On a des expériences, on a des témoignages de différents médiums que je côtoie, on en a discuté. Hein, alors il y a une école qui dit qu'on se réincarne complètement, et puis il y a une école qui dit que c'est juste un fragment d'âme qui vient se réincarner et qu'il reste toujours le fragment d'âme que nous avons été de l'autre côté. Moi, je suis pour cette deuxième version, puisque j'ai eu des personnes qui sont décédées depuis plus de 500 ans en communication, qui m'ont donné des éléments historiques et qui m'ont permis de retrouver des détails historiques, voire même jusqu'à une tombe d'un enfant que personne n'avait trouvé jusque-là. Donc je pense qu'on est capable d'avoir des informations précises là-dessus. On en fait des détails historiques, hein. Ça rigole pas. Hein. Avant tout ça, toi, t'avais choisi quelle direction professionnelle Je voulais être vétérinaire. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Donc t'as commencé là-dedans. Ouais, mon but premier était d'être vétérinaire. J'ai fait des stages hein, chez des vétérinaires.
Et en fait, est arrivé le moment de l'euthanasie et ça ne l'a pas fait. Ça l'a pas fait, j'étais plus malade que les gens qui aimaient leurs animaux. Ouais. Donc il fallait que je sorte à chaque fois. Donc ça a été compliqué. Alors j'ai vécu des moments magiques. Hein. J'ai vu des opérations sur des poissons rouges avec des cailloux coincés dans les branchies, dans une petite coupelle avec de l'eau, une lumière qui chauffe pas pour, tu vois. Enfin, j'ai vu des trucs extraordinaires. J'ai vu un chat qui est arrivé avec l'œil qui sortait. On lui a remis l'œil, on a recousu sans crever l'œil et puis je l'ai revu 3 mois après. Il avait retrouvé la vue. Il avait juste des petites cicatrices, mais il avait retrouvé. Enfin, j'ai vu des choses extraordinaires, vraiment. Hein. Pour moi, c'est le métier que j'aurais aimé faire. Donc, j'ai commencé des études un peu scientifiques, et puis est arrivé un moment où justement mes fulgurances commençaient à revenir. Avant même l'expérience de mort imminente, j'avais des petits trucs. Et à un moment, je me suis dit merde, la science ne répond pas à mes questions. J'ai dit ça m'ennuie. Et j'ai bifurqué. Et je suis parti dans la littérature, etc., etc. Et j'ai dit bah je vais être journaliste. Donc je suis parti, j'ai refait un doc d'anglais derrière. Donc je suis à l'université pour faire un doc d'anglais. Et non. Et j'ai fini chanteur. Donc ça a été complètement l'opposé. Donc enfin j'ai démarré imitateur et j'ai fini chanteur. J'ai fait ce métier pendant quelques années et c'est là où j'ai fait durant ce métier cette expérience de mort imminente où mes facultés sont revenues de plus en plus présentes et où il a fallu gérer un peu les deux. Et ça, j'avoue que ça a été un peu compliqué parce que on allait parfois sur des lieux, je me souviens de prestations, on avait été au château d'Exideuil, on a fait une prestation avec de ma petite sœur de cœur Véro et puis une autre amie Anita qui est chanteuse et je me suis dit ce lieu, je pouvais pas y rentrer, j'étais pas bien. Et heureusement que j'étais encadré parce que si j'avais pas eu ces deux personnes-là avec moi, j'aurais été incapable de faire la prestation tout seul. Mais vraiment, j'avais des ressentis dans le lieu et j'étais vraiment pas bien. Ouais. Donc, quelque part, c'est venu jusqu'à un moment où je me suis dit, j'arrête. Je peux pas continuer le spectacle. Je suis plus à ma place, je me sens pas à ma place. J'avais une impression de ne plus être légitime en tant que chanteur. Et c'est là où il a fallu reprendre cette place de médium et de dire, bah non, faut que j'arrête vraiment le spectacle. Fin 2019, j'ai dit j'arrête. Alors, est-ce que j'ai senti le Covid arriver? J'en sais rien. Mais j'ai arrêté et j'ai vraiment été à plein pot alors que j'ai commencé, tu vois, en 2011 la médiumnité. Tu vois, j'ai dit bah ma place c'est là. Tu penses que tes guides sont venus pour appuyer un peu plus fort pour dire de toute façon j'avais refusé. Chemin, là, ouais, plus utile par là. En fait, il y a eu ça. De toute façon, il y a eu ça. Je peux pas dire autrement parce que ça a été, comment je pourrais dire, ça a été tellement fort que je peux pas dire que c'était pas là. Il y a eu trop de choses qui m'ont ramené. Et je pense à mon amie Florence Amidou, qui était astrologue. Je lui envoie un gros bisou à Flo. Et elle a regardé mon thème natal, elle me dit, mais tu ne pouvais pas faire autrement. C'est impossible. Elle me dit, tu as les 3 types de connexions dans ton thème natal, donc tu ne pouvais pas faire autrement que de la médiumnité. Elle a regardé en fait ce thème au niveau du Scorpion, enfin j'ai pas mal de planètes dans Scorpion, et elle me dit, non mais là, tu ne pouvais pas ne pas faire, c'était évident. Et le frère de ma maman, qui est astrologue et alchimiste, il avait fait mon thème en 1988, j'avais 10 ans, tu vois. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, je l'ai découvert des années plus tard, quand j'étais déjà médium. Et c'est marqué, don prophétique, médiumnité, sera sur scène, écrira, etc., etc., etc. Et tout ça était dedans, en fait. Tout était dedans. Et ça a été écrit en 1988. Et sans que je sois au courant. Donc, ça n'a pas pu m'influencer. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais comme on vous l'a dit, vous êtes influencé, vous avez suivi. Or, je ne le savais pas. J'ai découvert ça des années plus tard. C'est mon papa qui me dit, ah, au fait, en rangeant des papiers, j'ai retrouvé votre thème natal, etc., que tonton avait fait. Enfin, le truc qui paraît complètement ouf. Parce que c'est là, quoi. Et c'est ça qui est fou parce que on te ramène à l'endroit où. Et en même temps, tout ce que j'ai fait avant m'a servi. Les études de vétérinaire, pour la partie médicale, comprendre les acides aminés, comprendre l'ADN, comprendre tout ça. Alors même si en ADN, j'avoue, je suis nul. Voilà, je le dis, je suis une quiche, hein, je suis pas forcément le meilleur. Je me suis dit, on m'a expliqué énormément de choses pour l'anglais. En fait, comme par hasard, je suis allé bosser dans des pays anglophones. Donc je me dis finalement c'est pas inutile. J'ai eu des clients anglophones quand je suis allé au Québec. Tu vois, il y avait des consultations individuelles. J'ai parfois en visio des gens où j'ai fait des consultations en anglais également. Et puis le métier de chanteur, en fait, la scène
Moi qui étais plutôt quelqu'un qui était dans mon coin quand j'étais petit, mes parents peuvent confirmer, quand je pleurais, j'allais pleurer tout seul dans mon coin, je m'isolais, etc., tu vois. Et en fait, la scène, elle m'a permis de m'exprimer, de pouvoir faire mes conférences, de pouvoir faire des ateliers, de m'exprimer en public. Donc quelque Pour part, plus t'affirmer, ouais. tout a servi en fait. Et c'est là où tu te dis, bah, en fait, fallait que je passe par là. Ouais. Il fallait ou pas. C'était les étapes à Mais suivre. pour moi, il y avait des étapes. Et si j'étais pas passé par là, peut-être que je ferais pas ça aujourd'hui. J'en sais rien. Je le ferais peut-être derrière un écran, je le ferais peut-être au téléphone, parce qu'il y a des plateformes qui le font. Alors, il y a des plateformes de rigolo, de charlot, et puis il y a des plateformes sérieuses, heureusement. Il y a aussi des gens sérieux. Donc voilà. J'ai une petite question bête. Merci Buzzer, dis chez vous. Est-ce que par exemple, quand on devient défunt, on garde notre langue d'origine ou tu sais, est-ce que tu peux avoir des défunts justement qui Alors, vont oui. parler anglais Alors, c'est intéressant. S'ils parlent anglais, c'est très bien. Ils savent que je le comprends. Donc, je pourrais le transmettre dans la langue. Pas un problème. Mais systématiquement, le message, il est compris. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui parlerait chinois ou russe, je parle pas chinois ni russe, et bien systématiquement, je vais comprendre le message. Et puis, ils vont me faire comprendre. C'est-à-dire qu'ils vont me montrer une ville. Et là, je vais dire, bah, je me souviens d'avoir eu le cas d'un monsieur qui était polonais. Et en fait, il dit à la dame, stolat, stolat, stolat. Alors moi, je dis à la dame, stolat. Et la dame se met à pleurer. Et elle me dit, ça veut dire joyeux anniversaire en polonais. Mon papa était polonais. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc le truc qui est complètement dingue, en fait. Ouais. Et on va avoir soit un mot, soit un drapeau, soit une ville qui va s'afficher. Alors je vais dire, bah, je comprends pas, je suis en train de traverser plusieurs villes, plusieurs pays, etc. J'arrive là. Et la dame, alors que la ville, je la connais pas du tout. Je peux donner des villes en Espagne, en Italie, voilà. Et ça paraît complètement dingue. Le défunt va toujours faire en sorte que je comprenne l'information. C'est-à-dire, soit par une image, soit par un mot, soit par des ressentis. Donc, systématiquement, on aura l'information. Mais ce sera, la plupart du temps, dans notre langue à nous, pour qu'on puisse comprendre et transmettre le message à la personne qui est en face. D'accord. Évidemment. Ok. Donc tout à l'heure, tu parlais de ton expérience de mort imminente. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu comment ça s'est passé Parce que, comme tu disais, ça dépend des personnes. Évidemment. L'expérience va pas être la même pour tout le monde. On vit pas tous la même chose, et heureusement. Parce que quand on dit expérience de mort imminente, ça veut dire que ton cœur mort, ton cœur meurt. Normalement, un on laps de a temps, hein. le cœur et parfois on a le temps d'observer aussi le cerveau. Voilà. Ça n'a pas été mon cas puisque moi je suis parti 15 secondes, mais plus de tout. Et surtout, avant de partir, on a vu mon corps commencer à se marbrer puisqu'en fait, Vincent était là, j'avais plus d'oxygène dans le sang. Donc, avant de partir, je sentais que je partais. Et en fait, quand les pompiers sont arrivés, plus de pouls, plus rien. Donc là, ils ont dit, il est mort. Donc le corps était marbré, j'avais sur le visage, on voyait bien que j'étais parti. Et durant cette expérience, je garde quelques souvenirs d'avoir vu mon oncle, d'avoir vu mes grands-pères. Alors ça faisait un espèce de halo blanc, je voyais les visages un peu en contre-jour, mais je savais que c'était eux. C'est-à-dire que je pouvais pas décrire complètement les visages, mais je savais que c'était eux. Comme dans un rêve, des fois, quand on rêve. Exactement, de la même manière. Et si tu veux, j'ai survolé ce que certains appellent le bas astral. Et ça me fait rire parce que le bas astral, il n'y a pas, c'est con ce que je veux dire, mais il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens en souffrance. Et ces gens en souffrance, en fait, quand tu regardes, bah, tu t'aperçois que quand tu es en souffrance, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et que les gens sont pas méchants. Les gens sont en souffrance. Et quand tu as ce regard-là, tu comprends mieux comment ça fonctionne. Et je me souviens quand j'ai survolé ce bas astral, franchement, ce qui m'a marqué, moi, c'est j'avais envie de pleurer, j'avais envie de prier pour ces gens-là. Il y a un truc qui m'a touché, qui m'a bousculé. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, pour moi, c'est hyper difficile à gérer parce que l'émotion était tellement forte. Quand je ferme les yeux, que je retourne sur ce truc, j'ai les larmes qui roulent toutes seules. Donc tu sais que tu l'as vécu. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu peux avoir imaginé. On peut imaginer plein de choses. La tête, elle imagine des choses. À partir du moment où elle imagine des choses, il y aura des détails qui vont commencer à bouger. Tu vois, une création du mental, elle va être à un moment étiolée. Il y a des choses qui s'effacent, il y a des choses qui s'ajoutent.
Quand tu as vraiment vécu la scène elle est intacte et l'émotion sera la même. Tu prends Nicole Dron, qui a vécu son expérience dans les années 60, qui a commencé à en parler dans les années 80. Nicole, qui est une amie, qui est connue en fait internationalement. Elle a écrit 45 secondes d'éternité. Elle est partie pendant 45 secondes et tout ce qu'elle a vécu, aujourd'hui encore, quand elle le raconte, ça n'a pas bougé d'un iota. Ça a été vécu, ça a été réel. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Tu peux pas dire non, ça s'est pas passé. Ouais. Tu vois, c'est là, c'est factuel. Tu vois. Et cette expérience de mort imminente, moi, j'en garde un très bon souvenir parce que c'est la prise de conscience qu'on n'est pas que de la matière, premièrement. La deuxième chose, ça m'a montré aussi que ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous mettons en place a une incidence ici. Et je prends l'exemple très concret d'une scène que j'ai vue quand j'avais 8 ans. J'ai martyrisé un camarade de classe qui était obèse. Je dis un sale con, voilà, je le dis. Non, mais il faut le dire, hein, faut savoir dire qu'on a été un sale con à un moment, hein, faut être honnête. Je l'ai martyrisé parce qu'il était obèse avec mes camarades de classe. Et bien, dans cette expérience de mort imminente, j'ai vu tout ce qu'il avait ressenti. Personne m'a dit c'est mal ce que t'as fait. Là, j'avais pas un mec avec une grande barbe blanche qui va prendre des coups de canne dans la gueule parce que non, à aucun moment j'ai vu ça. Par contre, j'ai ressenti tout ce que lui avait ressenti, toute la souffrance que ça avait généré chez lui. Je peux te dire que c'est une violence incroyable parce que personne te dit c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Mais tout ce que tu ressens ici, une énergie elle part de toi, elle revient à toi. Si tu fais du bien, tout est ok. Si jamais tu fais de la merde, bah, tu vas le reprendre dans la tronche. Et ça, tu peux mettre toutes les pierres de protection du monde, ça changera rien parce que ça t'appartient. Et j'ai eu besoin, moi, après cette expérience de mort imminente, de retrouver ce mec-là. Alors, je me souviens, merci des réseaux sociaux, je le retrouve, on se contacte. Et le mec, il me dit, pourquoi tu me dis ça maintenant? Tu vas mourir? Donc, truc de... Je lui ai dit, non, c'est déjà fait. J'en reviens là. Et je lui ai dit, j'ai vu ce que j'avais fait, mais j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Alors, j'allais dire, le comble du comble, c'est que lui, maintenant, bah, il est hyper gaulé. Moi, j'ai une brioche, tu vois, et j'ai dit, putain, le karma, dans la gueule. Et il m'a dit, mais moi, je m'en souviens plus, tout ça, tu vois. Je lui ai dit que tu t'en souviennes ou pas. Moi, j'ai besoin de te demander pardon. Parce que je me suis super mal comporté à l'époque. Ouais. Ce que j'ai fait, c'était inadmissible. Parce que tu en as souffert. Alors, peut-être que ça t'a boosté, justement, pour devenir l'homme que t'es devenu aujourd'hui, musclé, etc., etc. Peut-être que ça t'a aidé. Mais même si ça t'a aidé, je pense que tu n'étais pas obligé de traverser tout ça. Et j'avais pas à faire ce que je t'ai fait. Donc tout à l'heure, on parlait de mort imminente, parce que je voulais parler de ton livre, donc c'était TR 2030, où tu parles justement de ton expérience de mort imminente. C'est très particulier, ouais. D'ailleurs, dans ce livre-là, tu l'écris dedans, où tu as longtemps hésité avant de l'écrire. Ouais, parce que c'est compliqué de parler de contact avec des êtres multidimensionnels. Et franchement, moi qui suis plutôt très terre à terre, Oui, tu le dis d'ailleurs dans le livre, que t'es plutôt quelqu'un de cartésien d'ailleurs. Oui, parce que moi j'ai besoin d'aller chercher. Quand j'écris un bouquin, j'ai besoin de comprendre. Tu vois, le documentaire sur la médiumnité, on a été chercher des trucs que des gens d'ailleurs qui sont hyper rationnels, que des gens qui sont carrés. Et comme quoi on peut aborder de la spiritualité et des phénomènes psychiques en toute rationalité. Ouais. Là, les messages qui ont été transmis, ils sont hyper rationnels. Et dans celui qui va sortir au mois de novembre, on en parlera tout à l'heure, mais c'est encore plus rationnel. Mon éditrice, elle m'a dit, waouh. Ouais. En fait, on parle le livre va s'appeler Messages des galactiques. Faut arrêter de voir les galactiques comme des extraterrestres. Mais on parle aujourd'hui de multidimensionnels. On parle d'entités qui ont toujours été là, depuis la nuit des temps. Si on regarde la théorie des anciens astronautes, on a dans des temples, on a dans des pyramides, des représentations de gens avec des grosses têtes, avec des vaisseaux, etc. Ouais. Mais il y en a partout. Dans la Bible, c'est écrit, mais partout en fait. Et ils ont toujours été là. Mais c'est du multidimensionnel. Et le fait qu'on les voit pas toujours, c'est le simple fait que leur énergie n'arrive pas à se stabiliser dans notre plan de la matière. Donc on les voit pas tout le temps. Mais il y a des moments où cette énergie, elle se stabilise, et d'un seul coup, on voit soit un engin, soit un être, etc., etc. Et j'ai beaucoup aimé le dernier Spielberg, Disclosure Day, parce que ça, on le voit dedans à un moment. Ouais. On le voit quand elle tient cette espèce de pierre de télécommande, et elle disparaît aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire que la maison dans laquelle elle est, tout disparaît. No one move, no one make a sound. They can't see it, they can't see us. They can see this. We need to move now.
Let's go. He's coming, go, go. Donc ça veut dire qu'on est capable, au niveau des capacités psychiques, de faire disparaître de la matière, puisqu'il faut savoir que chaque atome est relié à une particule d'énergie, une particule d'éther, et que cet éther est complètement malléable. Donc ça paraît complètement dingue ce que je suis en train de dire, mais ça c'est démontré scientifiquement. Ouais. Tu sais, dans Ghost, tiens, je vais prendre un exemple concret, dans Ghost, quand Patrick Swayze il prend la pièce et qu'il la déplace, il ne touche pas la pièce. Il n'a plus de corps physique, donc il ne peut pas toucher la pièce. Ouais. La table, on peut la toucher quand on a un corps physique, mais on ne peut pas la toucher dès qu'on est entre guillemets parti. On peut la toucher à une seule condition. Les atomes qui composent cette table, en fait, sont tous reliés à des particules d'énergie, des particules d'éther. L'éther, c'est le 5e élément, qu'on appelle de l'énergie. Nous aussi, on a un corps éthérique. Donc Patrick Swayze, en étant désincarné, il a encore de l'énergie éthérique parce que ça fait peu de temps qu'il est parti. D'accord? Et quand il vient, il fait ça, et donc il touche les particules d'énergie, entre guillemets, qui sont reliées aux atomes de la pièce. Et c'est de cette manière-là qu'il déplace la pièce. Ouais. Mais en aucun cas, il touche la pièce. Et c'est très important parce que dans ces phénomènes de déplacement, on a très souvent après des objets qui sont chauds. Ils sont chauds justement parce qu'il y a une interaction sur la partie énergétique. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, dans toutes les expériences de parapsychologie qui ont pu être faites, je pense à Jean-Pierre Girard, je pense à Uri Geller, même s'il y a eu des falsifications chez certains, eh bien, toutes ces expériences, elles ont été démontrées. Il y a bien une interaction de la psyché sur la matière par le biais de l'éther. Enfin, un cours d'énergétique. Ils vont avoir la tête comme ça quand ils vont regarder la vidéo. Ça va être, Non, mais d'où l'aspect un peu scientifique quand même à travers, il y a un aspect scientifique à travers les dans tout ça. les effets paranormaux, quoi. Et de toute façon, tout est relié. Et c'est très important de comprendre que on a toujours été au contact d'autres civilisations. Il existe des exemplaires de nous dans d'autres dimensions. On parle de physique quantique là, et que tout ça c'est réel. Et qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on est en train de comprendre ce qui se passe. Alors je dis pas qu'on peut tout prouver aujourd'hui. Il y a des théories. On en est à l'aspect théorique de certains points de la physique quantique, mais néanmoins, c'est ce qui paraît le plus probable. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est en train d'ouvrir des portes. Et si on va étudier sérieusement tout ça, on va comprendre énormément de choses et ça va donner des potentialités d'avenir beaucoup plus intéressantes. C'est pour ça, toi, t'aimes bien te challenger, tu disais. C'est pour ça que tu as même travaillé avec des neurologues. Alors, je travaille avec des neuroscientifiques, je travaille avec des psychologues cliniciens, j'ai fait des tests. Je me souviens d'une expérience avec une femme Alzheimer de 82 ans qui ne parlait plus. On a réussi à superposer nos électroencéphalogrammes pendant 15 secondes. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que les deux consciences, nos deux âmes, sont rentrées en communication. D'accord. Pendant 15 secondes. Et ça s'est vu physiquement, les deux électroencéphalogrammes ont été superposables. D'accord? Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans des vrais protocoles. Je pense qu'il faut qu'on aille chercher ça, parce que là, ça s'est fait à l'arrache, entre guillemets, c'est une expérience qu'on a faite entre nous, mais moi, j'aimerais que ce soit fait dans un cadre scientifique, encadré, qui est un huissier, que je ne connaisse pas la personne, là, je connaissais la personne. Donc, c'est aussi peut-être un paramètre important. Donc, le patient ou la patiente que je puisse voir soit, entre guillemets, neutre, que je n'ai pas de contact avec elle avant, qu'elle soit dans une autre pièce, moi je suis dans une cage de Faraday. Il faut vraiment rendre l'expérience la plus neutre possible, ce qu'on appelle en double aveugle, avec des gens qui sont là pour constater qu'il se passe quelque chose, même si on peut pas l'expliquer. Le but pour l'instant c'est pas d'expliquer, le but c'est d'expérimenter, d'arrêter de dire ça n'existe pas. Donc, en mode on essaie de comprendre. Et du coup, c'est plutôt encourageant de se dire tout ce qui est médecin, la partie scientifique commence un petit peu à moins réfuter ça et à se dire attendez, on va essayer de mettre nos travaux ensemble et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a un très bon livre qui s'appelle Reconnexion de Sylvie Detiolas et Claude Charles Fourier, qui sont des chercheurs en Suisse d'un institut qui s'appelle ISNOE, l'Institut des sciences noétiques. Ils ont étudié des gens comme Nicolas Fraisse qui est capable de sortir de son corps à volonté.
qui lui a été testé pendant plus de 10 ans, hein, quand même. Hein. Lui, il a montré par A plus B, je sors de mon corps, et en temps réel, je décris des scènes à l'extérieur de mon corps. Il y a des vidéos d'ailleurs qui circulent sur YouTube, où, devant des journalistes ébahis, il explique ce qui se passe en direct dans la boulangerie en bas de chez lui. Il est avec les journalistes, et puis d'un seul coup, on voit son regard change. Le regard se vide un petit peu, et d'un seul coup, il commence à donner des informations. Il y a un panier jaune retourné en plein milieu là. Les bouts d'oreilles de la boulangère sont... Il reste 2 pains au chocolat. Il donne des détails tellement précis que le journaliste qui est en bas, qui reçoit les infos en direct, prend des photos. Il dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est totalement irréfutable. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas mettre des protocoles reproductibles à l'infini. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la science voudrait qu'on puisse faire un protocole qui soit toujours le même et qu'on puisse, entre guillemets, tester. Mais on oublie des paramètres évidents. On parle de capacité psychique, donc de ressenti. C'est-à-dire qu'il y a l'état physique du médium qui compte, le défunt en lui-même, quand on veut faire une communication médiumnique, il y a le lieu où on est, qui lui aussi a des vibrations, puisque en fait, si tu es dans un lieu chargé, ce sera pas la même chose que dans un lieu où tu vas être bien. Ouais. C'est évident. Il y a aussi le stress de l'expérience, parce que quand on est challengé, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que on se met une pression. Donc on va vouloir contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc au lieu d'être dans un état d'accueil, on va rentrer dans de l'ego. Je veux percevoir. Systématiquement, ça va foirer. Ouais. Donc ce qui est important, c'est là où on nous demande des preuves. Moi, je dis aux gens, venez nous voir en salle. Aux sceptiques, venez nous voir en médiumnité. Ouais. Et quand vous allez voir ce qu'on fait en médiumnité, qu'on commence à donner des prénoms, des dates, la façon dont la personne est partie, ce qu'elle a parfois dans le cercueil, ou c'est pas discutable. Ça n'est pas discutable. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des gens. Alors moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais quand vous êtes organisateur, vous avez la liste des noms. D'accord. Mais quand je vais dans une asso, que je ne connais pas du tout, parce que ça arrive régulièrement, c'est quand j'allais, par exemple, à Bleu Azur à Angers, l'asso, j'ai pas les noms des gens qui viennent. À Metz, il n'y a pas de réservation. Donc les gens, je les connais pas. Je sais pas qui est dans la salle. Et que quand je dis à la dame, justement dans le livre Les belles histoires de l'au-delà, derrière vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique. Elle me dit, ah non, je lui dis, si, vous êtes en train de faire une constellation familiale dans la lignée du père, parce qu'il y a un problème d'abondance, etc., etc. Elle me dit, non, attendez. Je dis, ça parle pas français. Je lui dis, et c'est 7 générations au-dessus de vous. Dominique est en train de me donner toutes les explications de pourquoi il y a des problèmes avec le monde, etc. Elle reste stupéfaite. Là, mais elle assiste à la médiumnité, et puis elle me dit, non, j'ai pas de Dominique. Et puis elle part de la médiumnité, donc elle a vu tout le monde avoir des contacts, les gens avoir des contacts, parce qu'ils étaient 200 ce soir-là, et elle repart complètement déboussolée, puis elle se dit, il s'est complètement planté pour moi, le gars. Et au moment où elle rentre dans sa voiture, avant de rentrer chez elle, elle dit, s'il y a un Dominique et que ça parle pas français, allez Dominique, fais-moi un signe, dis-moi où je te trouve. Parce que c'est quelqu'un qui est assez rigolote et tout. Et au moment où elle dit ça, elle met le contact dans la voiture. Pourquoi elle l'a pas mis avant? Déjà, tu vois, ouais. Elle met le contact, et juste au moment où elle met le contact, la radio s'allume, elle entend Springsteen qui chante Born in the USA. Et la phrase c'est Born in the USA. C'est les premières choses qu'elle entend. Elle éclate de rire, elle fait, alors aux États-Unis, encore moins, j'ai pas de famille aux États-Unis. Quelques jours après, ça la travaille. Le truc, ça la travaille complètement. Et qu'est-ce qui se passe quand ça la travaille? Elle est, j'allais dire, un peu curieuse. Donc elle décide d'appeler sa sœur. Elle dit, au fait, t'as fait l'arbre généalogique, toi? Et sa sœur lui dit, ouais, et tout. On n'a pas de Dominique dans la famille. Et là, sa sœur lui dit, si, on a un Dominique, mais j'ai pas beaucoup d'infos parce que c'est pas en France. C'est il y a longtemps. Là, évidemment, la dame qui s'appelle Marie-Josée, je peux le dire parce qu'il y a son nom dans le livre et qu'elle a accepté de tout donner, comme par hasard, Marie-Josée, sa sœur lui dit, on a un Dominique et en fait, il est aux États-Unis. Là, il y a un blanc, évidemment. Et sa sœur lui dit, Marie-Josée dit à sa sœur, il y a combien de générations entre lui et moi? Sa sœur compte, elle dit, il y a 7 générations. Non seulement il y avait 7 générations, il était bien parti aux États-Unis, il était dans la lignée paternelle, mais c'est que dans le livre, elle a accepté de nous confier toute sa généalogie, on a la photo des tombes. Ouais. Donc c'est un truc qui paraît complètement dingue. C'est-à-dire comment on peut avoir ce genre d'informations, comment c'est possible d'avoir des choses aussi factuelles sans que ce soit vrai.
Ça s'invente pas. Il y a un truc qui s'invente pas là. Ouais. Tu vois? Donc tout est là, tout est là. Je pense que ce qui est important, c'est le challenge. Avec Emmanuel Johnson, j'ai eu la chance qu'elle me mette dans un challenge avec des profils de gens partis depuis plus de 500 ans. Ouais. J'ai des éléments historiques qui ne sont pas dans les livres d'histoire, la relation des frères, des sœurs, qui couchaient avec qui, des maladies qu'ils ont eues, où est-ce qu'ils vivaient. Il y a tout ça, en fait. Mais ça n'est pas dans les livres d'histoire. Ouais. Et j'ai même retrouvé la tombe d'un des enfants du personnage qui n'est pas dans le cimetière familial. Donc ça paraît complètement, et j'ai dit non, cherchez pas dans le cimetière familial, il y a un gros arbre un peu plus loin, et c'est là-bas. Et il y a une dalle, il y a une espèce de pierre, etc. Enfin, pas une dalle béton, mais une espèce de pierre. Et effectivement, le corps de l'enfant est en dessous. Ouais. Comment ça, c'est possible? Comment c'est possible? D'où vient cette information? Je crois que ça, c'est là où je me dis, les sceptiques, venez voir ce qui se passe en salle, expérimentez par vous-même. Il est bon de ne jamais croire. Il est bon d'expérimenter. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est bien d'être sceptique. Je dis aux sceptiques, venez voir ça. Venez l'expérimenter. Voilà. J'ai même eu un jour à Metz une dame qui est venue, qui m'a mis une photo sur la table. Il y avait 200 personnes et la dame me met une photo d'une personne vivante. Et j'ai fait, je démarrerai pas tant que la photo de la personne vivante ne sera pas enlevée. Donc évidemment, malaise dans la salle, tu vois. Et puis personne ne se dénonce. Et à un moment, ça me gave. Je prends la photo, je dis, elle est à qui cette photo? Personne bronche. Je dis, bah elle est pas arrivée sur la table toute seule. Hein. Voilà. Quelqu'un qui voulait te tester, quoi. Et donc, Ouais. la personne finit par lever la main. Je dis, cette personne est bien ici, incarnée. Oui. J'y voulais me tester. Je crois que le test est passé. Vous allez prendre une photo, vous pouvez partir. Voilà. La personne, elle est baissée, elle est partie. Ouais. Mais en même temps, on parle de médiumnité de contact avec les défunts et l'autre, elle attendait en fait que je prenne la photo, que je dise bon alors cette personne elle est morte comme ça, machin et tout, pour me dire après ben, elle est pas morte, tu vois. Ouais. Et ça, ce qui est fou, c'est qu'on va le savoir parce qu'en fait, quand on touche la photo, on sent s'il y a une densité ou pas. Ouais. Des fois, j'ai plusieurs personnes sur une photo, j'ai en vie, décédés, en vie, enfin même s'ils sont en vie sur un autre plan, mais je sais s'ils sont incarnés ou non. Parce que ceux qui sont incarnés, je peux les toucher. Du coup, il faut forcément que la photo soit imprimée sur papier. C'est mieux pour moi. Par exemple, tu vois, genre si je t'ouvre mon ordinateur et je te fais voir une photo, je peux, mais si, je peux parce que en individuel, j'accepte les téléphones portables hein, et je dis d'ailleurs même aux gens enregistrez votre séance. Parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être pas savoir ou quoi que ce soit et vous allez vous renseigner, vous allez demander. Et ça, pour moi, c'est un gage de sérieux aussi. Parce que il y a des fois dans l'émotion, il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Ouais. Et quelques temps après, ça match. Ok. Ouais. Ça pourrait se faire par un objet. Hein. J'ai déjà fait avec des objets. Hein. Une mèche de cheveux, j'ai eu des bagues, j'ai eu des broches. C'est pas un problème. Mais j'aime bien le regard parce que on dit que le regard c'est le miroir de l'âme. Pas la chanteuse. Hein. Je veux chanter pour ceux. D'accord. Mais c'est hyper important. Et c'est de cette manière-là que moi j'aime bien me connecter. Voilà. Ouais. J'ai l'impression de regarder la personne dans les yeux, de me connecter à elle, de pouvoir m'adresser à elle. Et c'est plus agréable. Pour moi, c'est plus agréable. C'est beaucoup plus humain. Voilà. Donc, tu te challenges beaucoup côté scientifique, mais tu en avais parlé même sur la chaîne ABC Talk aussi, que tu travaillais avec la police. Ouais, on est sollicité parfois pour des enquêtes, beaucoup avec mon amie Geneviève Delpech, avec qui on a l'occasion d'échanger. On était encore tout à l'heure en train d'échanger, tu vois, ce midi, parce qu'elle va sortir un très très beau livre sur les animaux d'ailleurs chez Larousse là prochainement. Et ouais, les médias sont sollicités bien sûr de façon officieuse, Oui. de façon totalement officieuse. N'en déplaise à certains journalistes. Qui me disent que c'est pas vrai, Geneviève n'est pas sollicitée. Moi, je peux vous dire, pour travailler avec Geneviève, elle a déjà reçu des lettres du ministère de l'Intérieur, qu'elle a été sollicitée officiellement, et qu'il y a d'ailleurs des projets en cours où on verra les résultats des enquêtes. Voilà. Je le dis parce que c'est une réalité. Alors, il y en a qui disent oui, c'est pas vrai, c'est pas... Ok, bah vous verrez. Bientôt, vous aurez les preuves. Ça t'est arrivé souvent de travailler sur le Souvent non, parce que ma sensibilité fait que, en ayant vécu un burn-out un peu particulier avec des menaces de mort, j'aime ma tranquillité. Moi, je suis quelqu'un qui aime ma tranquillité. Je suis quelqu'un qui essaye d'avoir une vie normale en dehors de ça.
je fais de la moto, tu vois, je suis quelqu'un de très simple en dehors. Et le rapport à la mort est déjà difficile quand tu as des parents qui viennent te voir avec un enfant qui est décédé. C'est hyper violent, tu vois. Et je me dis des fois, je me souviens un jour, Geneviève, elle m'envoie un dossier, il y a des photos d'un cadavre en décomposition. Moi, je peux pas. Ouais. Je peux pas, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, si j'ai des infos, par contre, je prendrai contact. Mais c'est officieux, tout ça, c'est officieux. Ouais. Aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, on a le cas dans le documentaire, on parle d'un cas très célèbre, qui est le cas de Teresita Baza, qui a dénoncé son meurtrier depuis l'au-delà. Et c'est l'un des seuls procès où la justice aux États-Unis a rendu un verdict en condamnant quelqu'un d'après les propos d'un défunt. Ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, Teresita Baza, quand elle a été tuée, puisqu'en fait, ils ont maquillé ça avec un incendie dans son appartement, sauf qu'on l'a retrouvée nue et poignardée. Voilà, les bijoux avaient disparu, d'autres objets de valeur, et elle a incorporé en fait la femme d'un des chirurgiens dont elle était amie, puisqu'elle travaillait dans un hôpital, et elle a donné toutes les informations. Et il y a eu une condamnation, et effectivement, la personne a été en tôle sur les propos d'un défunt, puisque tous les bijoux ont été retrouvés chez la personne. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Et ça, on a voulu le mettre dans le documentaire parce que on nous dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Bah oui, enfin, il n'y a pas de preuve, mais en tout cas, là, voilà, il y a même des résultats. Donc tu dis que on a tous un don de médiumnité, ou Ouais, bien sûr, plus ou moins. avéré. Voilà, et, ouais. et on a tous beaucoup d'intuition. La médiumnité, c'est vraiment le contact, on voit, on entend, on ressent. D'accord. La partie intuitive, on l'a tous. Et tu crois que c'est dans le monde actuel où on a arrêté d'écouter, je veux dire, tu sais, nos instincts, peut-être, je sais pas, les hommes préhistoriques étaient peut-être moins formatés et plus travaillés à l'instinct, et c'est. Ou pas, parce que les hommes préhistoriques étaient aussi très pris par Ouais. le manque de confort, la chasse, la cueillette, les animaux qui étaient là aussi, sauvages, parce qu'ils n'avaient pas le même habitat qu'on a aujourd'hui, hein. Mais ils n'avaient pas le même confort que nous, si tu regardes bien. Donc pour avoir une bonne intuition, il faut être assez serein en fait. Il faut être C'est d'être assez, surtout sécurisé. Encore une fois, je Ouais. reviens à ce que je disais, chakra racine bien ancré, chakra sacré, l'épanouissement, le calme, l'harmonie, et chakra plexus solaire, les 3 chakras de l'incarnation, la confiance en soi, l'estime de soi. Tu as besoin d'avoir cette confiance en toi. Ouais. Même si, je t'avoue, avant de rentrer dans une salle de conférence, quand je vois 100, 200, 300 personnes, bah, il y a un petit stress qui est là. Ouais, bah, Et il est bon, ce stress, hein. C'est le stress, c'est le trac des artistes. ouais. Parce qu'en face de toi, tu as des personnes en souffrance, des personnes en deuil, et tu peux pas arriver, salut, c'est moi. Non. Tu arrives avec une humilité, tu arrives avec l'idée d'accompagner des gens, de donner les messages les plus justes possibles, qui vont amener un apaisement pour aider les personnes à avancer dans leur deuil. C'est ça qui est vachement important. Ouais. C'est, t'es pas là pour toi, t'es pas là pour dire, hey, vous avez vu, je suis super balèze, hein, t'as vu. T'es là pour aider des gens. Mais ça, tu peux le faire qu'à partir du moment où toi, t'es aligné, à partir du moment où toi, t'es ancré, que tu vas bien. Ouais. Quand j'ai fait ce burn-out, j'ai arrêté les consultations pendant un moment, je pouvais pas. Ouais. J'étais complètement à côté et je voyais bien, hein, l'avant burn-out, j'avais des vertiges dès que je faisais de la médiumnité, j'étais toujours sonné, j'étais toujours pas bien. Donc c'est super important d'être complètement aligné, quoi. Mais sinon, on a tous des pouvoirs, mais par contre, on n'est pas tous faits pour être médium, ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas tous faits pour être médium, bien sûr, on n'est pas tous faits pour être médium. On a tous la possibilité, entre guillemets, de travailler nos facultés, c'est-à-dire pour le quotidien, etc. Mais on fera pas tous ce chemin de médium. On n'est pas tous là pour ça, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ton livre, Découvrez vos pouvoirs de médium, des éditions Larousse. Donc à quoi il peut nous servir ce livre? Ce livre, il explique pas mal de choses sur le plan scientifique. Et puis, je vais reprendre le mot pouvoir, parce que pouvoir, c'est dans le sens avoir la possibilité de. C'est pas le mot pouvoir, d'accord? C'est pas des pouvoirs de super-héros. C'est découvrir la possibilité d'être médium. C'est-à-dire, avez-vous ou non des aptitudes, avez-vous ou non des potentiels. Le livre, il y a une partie du parcours, il y a une partie d'explication des niveaux de conscience, etc., etc. Il y a aussi des exercices à l'intérieur.
C'est comme un petit cahier d'exercice. Le but, c'est de faire un petit cahier d'exercice qui va permettre de tester si vous avez un potentiel et là ou non, tout simplement. Alors, pour en revenir, tu sais, dans les quand tu es en entretien avec une personne, Mhm. quelle est la demande qui revient le plus souvent? On va te demander. Est-ce qu'ils vont bien? Ouais. Tu sais, dans les séances de médiumnité, les gens ont peur, notamment que leurs proches soient partis en souffrant, de pas avoir fait entre guillemets ce qu'il fallait et de savoir s'ils souffrent. Et il peut y avoir de la souffrance psychologique, morale, parce que c'est pas facile de quitter les gens que tu aimes, Ouais. tu vois. On oublie souvent dans le deuil un truc très 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 important. Quand le défunt il part, toi tu perds une personne. Lui quand il part, il perd plusieurs personnes d'un coup. Ouais. Alors il en retrouve de l'autre côté, mais il perd plusieurs personnes d'un coup. Et en fait, on se focalise sur notre petit nombril. Oh ben il est parti et tout. Ah, attends, je t'explique. Lui, il vient de perdre plusieurs personnes d'un coup. Ouais. Donc, il est important de comprendre que cette relation, elle est des deux côtés. D'accord? Il y a un film qui s'appelle Nos Solars. Donc le défunt, lui aussi, a son deuil à Lui faire. aussi a son deuil à faire. Il a le deuil de la matière. Parce que de l'autre côté, bah, il aimerait bien boire un coup, hein, il aimerait bien manger une entrecôte, il peut plus. Tu vois? Donc il va se rappeler de souvenirs vibratoires. C'était bon l'entrecôte. Et quand il nous transmet en médiumnité, moi je me souviens d'un jeune, je dis à sa maman, votre fils, il buvait que du chouette s'agrume. J'ai la bouteille, j'ai le goût dans la bouche. J'avais vraiment le goût, quoi. À une dame, j'ai dit, votre maman, elle mettait que Chalimard de Guerlain. J'avais l'odeur du parfum dans le nez et je pouvais pas. Elle me dit, c'est la dernière bouteille de parfum que je lui ai offert avant qu'elle parte. Tu vois, il y a encore des espèces de souvenirs, de rémanences énergétiques qui sont là vis-à-vis de ça. Donc oui, le défunt, il doit faire son deuil de la non-matière, il doit faire son deuil des personnes qui sont ici. Et beaucoup de défunts disent je reste, entre guillemets, parce que si je m'en vais, je vais les perdre. Non. Et c'est là, nous, on intervient en disant non, faut que tu franchisses le cadre de la lumière pour continuer à évoluer, mais ça va pas te couper la relation avec eux. Tu pourras, dans ton évolution, revenir communiquer avec eux. Le fil, il sera jamais coupé. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui nourrit la relation, c'est l'amour. Alors là, ça va faire bisounours pour le coup, ce que je vais dire, mais ce sont les côtés... Tu vas me tatouer un arc-en-ciel ici. Mais vraiment, ce qui compte, c'est la relation d'amour qu'on a eue avec les gens, et c'est ce qui va maintenir la relation. C'est-à-dire, on peut avoir eu des coups de gueule, des disputes, etc. Ça va à un moment s'apaiser, ça va disparaître. Tu vois? Par contre, la relation d'amour, elle existera tout le temps. Ouais. C'est ce qui nourrit, entre guillemets, nos cellules. C'est ce qui nourrit notre relation, c'est ce qui nourrit notre âme. Je vais parler du savant Emoto. Si les gens qui regardent la vidéo veulent regarder, il y a Water, un film qui est excellent. Il parle, Water, le pouvoir de l'eau. Il y a un savant Emoto, il a pris des petites gouttes d'eau qu'il a mis sur des lamelles de microscope, et puis il a dit, toi, je t'aime, toi, t'es super, etc. Et puis il a dit, toi, tu vas crever, toi, ça va pas, toi, je t'aime pas, etc. Il a remis une lamelle de verre dessus, il les a congelés. Et il a regardé le microscope ce que ça donnait. Tout ce qui est émotion positive, intention positive, la molécule d'eau, elle est lumineuse. C'est très très joli à regarder. Tout ce qui est négatif, la molécule d'eau, elle est croupie, marron, voire noire. Ouais. Ça, tu peux pas l'inventer. Et on est à 80% composé d'eau. On voit rien quand même. Ouais. Donc imagine que les intentions, les émotions qu'on a, qu'on met, qu'on reçoit, forcément que ça nous impacte. C'est une évidence. Donc quand tu vas de l'autre côté, il y a tout ça aussi à régler, tu vois. Les émotions. Donc plus tu restes dans une relation d'amour, plus tu nourris cette relation d'amour, plus tu comprends que la relation que tu as avec la personne, elle est bénéfique, mieux ça se passe. Par contre, si tu pars, je vais prendre les cas des départs volontaires, si la personne n'est pas en disant oh, ils me font tous bref, etc., et que la personne part comme ça, ah ouais, c'est super compliqué de l'autre côté. Donc il va falloir d'abord que la personne travaille sur ses failles émotionnelles, qu'elle retrouve entre guillemets de la quiétude, avant de pouvoir aller sur son niveau de conscience. Donc il y a tout un accompagnement qui se fait de l'autre côté aussi. Ouais. Et ça, c'est très important. Donc l'âme, elle a été leurrée dans l'incarnation, et effectivement par les émotions du corps astral. Et la demande la plus surprenante, la plus choquante qu'on t'ait faite. Oula, la plus choquante. Les héritages.
un diacre qui est venu me demander quand est-ce que sa belle-mère allait mourir, parce qu'il avait besoin de pognon. Donc là, j'avoue que j'ai été très déstabilisé et que j'ai mis monsieur dehors. Ouais, il y a des fois des gens, je me souviens de 3 frères qui étaient venus et ils posent la photo de leur maman et la première chose que j'entends de la maman, c'est « Ah, lève-la eux ». J'ai dit, ça va bien se passer. Alors, il y a un truc qui m'a manqué ce jour-là, parce que comme vous remarquez, j'ai arrêté la musculation à l'âge de 3 ans. Ils étaient plutôt gaulés les 3, hein, plutôt rugbymen. Et là, je trouvais ça fou, mais elle m'a dit, j'ai rien à leur dire. Ils me dépouillaient, que j'étais pas encore morte. Ils étaient en train de me dépouiller, j'étais pas encore morte. Et je leur ai dit, j'ai pas de contact avec votre maman. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais dû leur dire, votre mère, elle a pas envie de vous parler parce que vous êtes comportés comme des salauds, quoi. Ouais. Parce que votre maman, elle avait besoin que vous soyez auprès d'elle à ce moment-là, pas que vous soyez en train de vous séparer les cuillères en argent. Il y a un vrai problème avec ça. Donc, j'ai pas de jugement à avoir, mais je me dois de retranscrire fidèlement ce qui a été dit par le défunt. Et quand ils sont partis, je me suis dit, j'ai pas fait mon job. Ouais. J'aurais dû leur dire pour qu'ils demandent pardon à leur maman, pour retrouver cette relation d'amour entre elle et eux, et qu'ils se concentrent pas simplement sur l'argent qu'elle avait, cette dame. Ouais. C'est pas ça, en fait. C'est pas Ils ça, en la auraient vie. peut-être pas été capables aussi. Peut-être, mais moi, j'aurais semé une graine. Et je me dis que peut-être plus tard, voilà. Je voulais aussi parler de ton dernier ouvrage, tiens, je viens de taper dedans aussi. Alors celui-là, je l'ai pas lu, c'est Les belles histoires de l'au-delà. Ouais. Enfin, vu qu'on parle d'anecdotes, donc est-ce que c'est comme un recueil de plusieurs histoires Alors, ce qui est que- intéressant, c'est que dans ce livre, j'ai voulu donner la parole à ceux qui avaient vécu une expérience en médiumnité. Des gens qui n'y croyaient pas Mm. et qui, entre guillemets, ont raconté l'avant, le pendant et l'après. La D'accord. transformation. C'est important de donner la parole aux gens qui vivent l'expérience. Alors, le but, c'est pas de parler de moi dans le bouquin, c'est ce que je leur ai dit. Surtout, vous me mentionnez pas, vous parlez pas de moi. Aucun intérêt. Par contre, racontez ce que vous avez ressenti avant d'arriver. Est-ce que vous étiez en stress? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous aviez des a priori? C'est du style, tu rentres à la boule de cristal, des bougies partout, de l'encens, voilà comme. Puis finalement, quand les gens ils me rencontrent, ils me disent, oh putain, vous êtes déconneur, vous êtes simple, vous êtes. Des fois, je suis en short et en C'est pas claquette comme dans quand il fait Ghost, chaud. tu sors pas du placard avec un nuage de fumée. C'est ça, voilà, tu vois, je suis pas Oda et Brown. Pour la référence, et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et l'expérience du pendant, comment ils se sont sentis quand il y a eu des détails qui les ont touchés, et puis l'après. Est-ce que ça a changé pour eux leur vision de la vie? C'est-à-dire comment ils appréhendent aujourd'hui la mort, comment ils appréhendent les retrouvailles avec ceux qu'ils ont perdus ici, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et cet ouvrage, il a été fait pour ça, pour dire, bah vous voyez. En plus, je remercie les gens parce que les gens ont accepté de témoigner avec les vrais prénoms, alors que avec mon éditeur, on avait proposé de changer les noms. On avait proposé et tu vois, je parlais tout à l'heure de Marie-Josée qui donne la photo des tombes, toute sa généalogie. On a eu l'accord de la famille. On n'est pas obligé de publier ça, tu vois. On peut très bien masquer les noms de famille, etc. Mais ça n'a plus de sens. Et je remercie les gens d'avoir été honnêtes jusqu'au bout, d'avoir accepté. Alors évidemment, nous, tous les témoignages, on les a, on a des mails. Et surtout, on peut écouter les enregistrements. Parce que je vais prendre le cas de Charlie, par exemple, qui témoigne à Angers. Ce que je ne savais pas, c'est que l'association Bleu Azur enregistrait les séances de médiumnité en salle. Donc quand il y avait 150 personnes dans la salle, moi je savais pas que c'était enregistré. Et il me dit, j'ai demandé à l'asso, et l'asso m'a donné l'enregistrement de notre séance. Je dis, ah bon? Il y avait des enregistrements? Je dis même pas au courant que c'était enregistré, donc tu vois. Et en fait, il m'a envoyé l'audio. Et on a tout dedans. Et le contact, ce qui est le plus fou, c'est que le contact, le soir même, je suis en train de manger avec l'asso, et donc la médiumnité n'a pas encore eu lieu, et je sais déjà que leur ami va venir, et il me donne des détails sur où vont être les gens, comment ils s'appellent, etc., etc. J'ai dit, je vais avoir quelqu'un qui s'appelle comme ça, près d'une fenêtre, etc., devant l'asso, qui est témoin. Et donc, au moment où je démarre la médiumnité, je dis, je dois avoir quelqu'un qui s'appelle comme ça, qui est près de la fenêtre. Il n'y en a qu'un dans la salle, un et un seul.
Il y a quelque chose au niveau géographique qui nous relie, qui nous touche, etc., etc. Et comme par hasard, le gars me dit, mais moi, je viens de Caen. Et j'ai entendu que vous habitiez à Caen. Truc de fou. Et je lui raconte son dernier voyage. Je lui dis, votre ami a été content de vous voir au sport d'hiver, etc. Et je lui décris tout. Et ça, je peux pas le savoir. Le gars, je le connais pas. C'est-à-dire que j'arrive à l'association Bleu Azur où il n'y a pas de réservation, donc je connais ni son nom, je sais pas qui il est, je sais pas d'où il vient. Comment je peux avoir tous ces détails? Ouais. C'est impossible. C'est-à-dire que là, on a des témoignages avec des enregistrements audio qui peuvent pas du tout être remis en cause. Voilà. Et ça, ce qui est bien, c'est que ces gens-là, quand ils témoignent, c'est pour moi la preuve d'une survivance de l'âme au-delà du corps. Et ce livre, il est là pour justement aider les personnes qui sont en deuil. Et si ce livre, il peut aider à ça, bah, tant mieux. Donc vous pouvez tout retrouver dans Les Belles Histoires de l'au-delà, Tu les le fais pas- éditions La Tu Rue. le fais pas bien, c'est bonsoir Maryse, 595 ans, les prêteurs sont offerts, bien évidemment. Voilà. Tu fais ça comme ça, tu vois, c'est. Pour ceux qui ont la ref, pour les autres, tant pis pour vous. Eh oui, Pierre Bellemare, il nous manque, ce monsieur. Moi, j'ai un petit jeu à te proposer. Je te fais 2 propositions. Tu dois en choisir un. Bière ou grand vin? Bière. En tant que motard. Bière. Et c'est la boisson préférée des médiums, la bière, tu le sais? Des quoi? Des médiums. C'est vrai? Ouais, notamment la mise en bière. Pardon. Et j'adore cette blague. Et j'étais en train de te croire en plus. J'ai dit, ah bon, Mais je te dis, voilà, c'est mon côté grand, sale gosse. J'ai un côté sale gosse, j'assume. jogging ou jean? Jean. Billy. Vélo ou moto? Moto. On peut être de la pédale aussi, mais en moto. Mais quoi? J'ai dit une bêtise? Je le perturbe, j'adore. Poker ou belote? Belote. Parce que le poker, faut bluffer. Ouais, Et à ma tête, tu vois que je vais dire une connerie. ça marche pas. J'ai l'œil qui pétille, donc c'est mort. Si j'essaie de te raconter une connerie, tu vas avoir l'œil qui frise, tu vas dire bon, c'est mort. C'est mort. Bon, maintenant, j'aurais voulu qu'on parle un peu de notre oracle, la voix des guides, Yes! et que tu nous dises, donc, il est devant vous depuis tout à l'heure, hein, si vous l'avez pas vu. Tu nous dises déjà comment t'en es venu à créer cet oracle-là, parce que moi, quand tu m'as contacté, c'était pour faire l'illustration, mais c'était déjà un projet que tu avais Alors, pensé. c'est très drôle parce que je l'avais sorti en auto-édition avec 36 cartes. Ouais. Il n'y avait pas d'illustration. Voilà. Et quand j'ai sorti Terre 2030, le livre devait aller à la base chez Très Daniel et en fait, voilà, même si j'aime beaucoup Cathy Selena et qu'on est devenus amis depuis, c'est vrai que moi j'ai une fidélité et j'ai toujours dit je continuerai à publier des livres chez JMG, donc Jean-Michel Grandcir, qui est mon éditeur, l'éditeur de Vincent. J'ai 3 éditeurs, j'ai Larousse, j'ai JMG et j'ai Très Daniel. Moi, je suis quelqu'un de fidèle et je pourrais publier chez l'un des 3 sans aucun souci parce que on m'a donné ma chance, on m'a permis d'eux. Et donc, quand cet oracle est avant qu'il sorte, j'avais déjà fait un exemplaire auto-édité. On a vendu 1200 oracles, je crois, c'était un sacré truc, hein, tu vois. Mais il n'y avait pas d'illustration. Et puis c'était pas joli. Voilà, si je te montre le truc de base. Je crois que tu me l'avais Voilà. envoyé quand j'ai travaillé sur celui-là. Et il y a eu 18 nouvelles cartes qui ont été agrémentées. Et Très Daniel me dit, ça vous dit pas de faire un oracle? Alors, je lui dis, wow, ça demande du temps. Moi, je voulais un truc qu'on puisse analyser, etc. Et puis, je me souviens que j'ai cet oracle que j'ai édité il y a quelques années auparavant. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Et là, j'entends, tu vas le réactualiser. Donc, je reprends mes cartes, etc. Et puis, d'un coup, j'ai d'autres mots qui viennent. J'ai des messages qui viennent. Je l'accueille. Et 18 nouvelles cartes voient le jour. Et j'ai à Très Daniel, j'ai ça. Et donc, on me propose un illustrateur. Et moi, je vois le travail que tu as fait sur les tatouages de Vincent. Et j'ai dit, ça me plaît bien. Et je trouvais ça original de proposer un tatoueur pour illustrer un oracle. Il y a déjà des gens comme Sandy Tattoo, hein, voilà, pour citer son nom. Mais j'avais envie qu'on ait une patte un peu plus masculine, un petit peu plus ancrée, connectée, et quelqu'un qui n'était pas forcément là-dedans. Tu vois. Et donc, j'ai dit à Cathy, Selena, je dis,
Écoute, j'ai un tatoueur. Elle me dit, bah écoute, il fait un dos de cartes, il fait 2 cartes et on voit. Et tu fais le dos de cartes, tu fais 2 cartes, on lui envoie. Et elle me dit, j'adore. C'est super moderne. Et j'ai encore son mail. Hein, elle valide à 10 000% tout de suite le truc. Et là, je te dis, c'est bon. Et on signe le contrat et l'oracle voit le jour. Et t'as été inspiré, t'es parti. Et ce que j'ai aimé, c'est que t'as fait 3 niveaux de lecture sur une même carte. C'est-à-dire que intuitivement, t'es parti, t'as fait un filigrane derrière. Le filigrane qui correspond à la partie environnement dans le message de la carte. Tu as fait une silhouette, la silhouette qui correspond à la relation aux autres, et tu as fait l'intérieur de la silhouette qui correspond à nous-mêmes. Donc il y a 3 niveaux de lecture sur une même carte. Ça, c'est pas mis forcément dans le livret, mais j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais oh, attends, ça va parler aux gens, ça tout de suite, c'est impactant, quoi. Ouais. Ça tape, tu vois. Et la preuve, c'est que l'oracle, aujourd'hui, moi je regarde mes chiffres sur Phileas et GFR, l'oracle, il se vend bien, et il continue de se vendre. Et j'ai de nombreux thérapeutes qui l'utilisent. Et le plus drôle de tout, c'est que j'ai des amis qui vont sur des salons, et quand ils voient des gens qui pratiquent des tarots et des oracles, la plupart du temps, il est sur les stands. Ouais. Toujours. Donc, si je tire 3 cartes, tu veux bien me faire une interprétation? Bah, bien sûr, bien sûr. On fait Comme de la, ça, je les fais de la gens place. pourront voir et puis, Non, pas celle-là. Non, j'ai conne. Donc, impartialité. Bon, tire-moi introspection, fais-moi plaisir. Je suis sûr, je vais tomber dessus. Mais Je- tu vas voir, je vais tomber dessus pour mon futur. Magnétisme. Oh, intéressant. Très intéressant. Trahison. Oh, très intéressant. Alors, dans la première carte, tu as la carte 24, impartialité. Qu'est-ce que tu vois en premier? Est-ce que tu vois le filigrane, la silhouette ou l'intérieur de la silhouette? Alors, pour impartialité, j'ai vu la silhouette. La silhouette. La silhouette dans ta relation aux autres, impartialité. Est-ce qu'actuellement, tu as l'impression qu'on essaye de te prendre à partie pour aller régler les conflits des autres, ou est-ce que tu te sens impliqué dans quelque chose qui ne t'appartient pas? Je dirais peut-être, ouais. Voilà. Donc, on te demande dans la carte impartialité, la situation du passé à nettoyer, c'est de rester le plus neutre possible, c'est-à-dire de ne pas rentrer actuellement dans un conflit qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire d'être observateur, de prendre du recul dans cette relation aux autres. Surtout, non, je rentre pas là-dedans, ça ne m'appartient pas. Et tu vois, on a l'équilibre avec la balance qui te dit justement, reste dans cet équilibre, ne prends pas parti parce qu'on pourrait se servir, entre guillemets, de ce que tu vas dire contre toi à un moment. Ouais. Tu vois, ça te parle ça? Ouais. Voilà, donc ça c'est cette situation nettoyée. La carte du présent, dans magnétisme, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois effectivement le cercle énergétique, la silhouette ou l'intérieur? J'ai vu l'intérieur. L'intérieur, les mains. Les mains, magnétisme, c'est justement cette capacité à soigner par l'énergétique, mais aussi à prendre, entre guillemets, en charge l'autre, de l'accompagner dans son développement, de le soigner, de le prendre en charge, de l'accompagner. Et j'allais dire, tu parlais tout à l'heure avec les mains, quand tu fais un tatouage, de quelque chose que tu vas réaliser. On parle dans le livret de magnétisme de capacité à soigner, d'accord, d'utiliser le magnétisme. Mais être magnétique, c'est aussi attirer à soi les autres. Tu vois, la situation du présent, là, elle est très simple. Dans l'aspect magnétique, c'est à nouveau attirer à toi les autres. Tu vois, et ça te concerne toi parce que tu as regardé les mains à l'intérieur. Tu vois, donc ça veut dire, je reste neutre dans la situation du passé. Donc, ça veut dire qu'il y a un conflit déjà existant avec la carte impartialité, dans lequel tu dois rester le plus neutre possible. Si tu veux attirer effectivement l'abondance, c'est-à-dire être de nouveau magnétique, attirer à toi les autres et pouvoir, entre guillemets, travailler avec tes mains. Comme par hasard, en tant que tatoueur, bah, tu fais pas avec la bouche. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est important. Être magnétique, ça veut dire aussi attirer à soi les énergies bénéfiques pour soi. D'accord? Quand tu es magnétiseur, tu analyses une énergie, tu transmets. Tu fais pas avec ta propre énergie. Ouais. Donc ça, c'est OK. Et cette carte potentialité, trahison, est-ce que tu as peur encore de cette partie d'être trahi, qu'on puisse te prendre encore des choses, qu'on puisse encore venir, alors que tout est en train de se mettre en place pour toi, qu'on puisse venir te prendre ton bonheur. Dans cette carte, j'entends cette chanson de Jane Birkin, là, actuellement, j'entends cette chanson « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Est-ce que tu n'as pas peur d'être heureux et qu'on vienne te voler ton bonheur? Je suis méfiant, on va dire. Voilà. Et donc, ça, est-ce que c'est en lien avec des trahisons? Oui, bah oui. Parce que
Cette peur, tu vois, elle est liée à ce conflit du passé. D'accord? Et est-ce que tu as vu dans la trahison l'extérieur, la silhouette ou l'intérieur? La silhouette. Voilà. Le couteau même. Donc dans ta relation aux autres. Là, la carte trahison, elle vient souvent relier la famille. Donc ça vient toucher à la famille, la trahison. D'accord? Dans ce qui est de plus sacré au niveau du sang, etc. Et le couteau, il vient couper ces relations du sang, tu vois? Donc c'est ça l'image. Et dans la carte trahison, est-ce que tu as encore ces peurs aujourd'hui qui font que tu peux avancer sereinement, tu peux mettre tes projets en place, ou est-ce que justement tu vas garder plutôt des projets en retrait et que tu te prives d'une partie de cette abondance magnétique en lien avec le conflit du passé? Bah là, à l'heure actuelle, je suis un peu en mode rétention d'informations. Je ne dis plus tout ce que je fais ou tout ce que j'envisage de faire. Voilà, tu vois, on est en plein dedans. J'adore, vous aurez remarqué, la position de Tats, il vient de faire ça et ça. Mode retrait. Je viens de croiser mes pieds, je viens de croiser mes mains, c'est-à-dire je viens de m'enfermer. Vous voyez? Donc si j'avais fait juste la morphopsychologie, j'avais juste observé son comportement, j'aurais vu qu'on vient de toucher le bon endroit. C'est-à-dire qu'en fait, de par son comportement, de par hop, et son visage, c'est oups, comme ça, je retiens les informations, je ne dis pas tout ce que je fais. Donc, il vient de me montrer. Voilà. Donc, c'est exactement donc le jeu en train de lui parler parce qu'on est en plein dedans. Et donc là, ce qu'on t'invite à faire, c'est justement rester le plus neutre possible, à accueillir tout ce qui vient, d'accord, de façon à recevoir à nouveau l'abondance, être de nouveau magnétique, d'accord, de façon à être vu, et c'est ce que tu es en train de faire avec cette chaîne YouTube. Il y a tout un travail qui est en train de se faire, et surtout ne plus regarder cette trahison, parce que la potentialité de la trahison, elle existera toujours. Sauf que si tu gardes cette impartialité et que tu te focuses sur ce que tu as à faire toi, à savoir au niveau magnétique, ce que je vais attirer à moi, bah pour le coup, cette trahison, elle disparaît. Et j'aimerais que tu tires une 4e carte pour recouvrir cette 3e carte en pensant simplement au fait, si je reste neutre et que j'enlève ma peur de la trahison, qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste mettre cette intention-là. Introspection. Qu'est-ce que t'en penses, Pirate? D'accord? Oser être. Tu viens de répondre. Putain, c'est dingue. Voilà. Donc, il vient de répondre. La carte, c'est, je vous la montre, oser être. Voilà. Oser être, ça veut dire, si je suis moi-même, que je sors de ce conflit, si j'accepte, entre guillemets, de rester neutre, si je me focalise sur ce que j'ai à faire, donc je retrouve mon côté magnétique, que j'oublie cette trahison, systématiquement, je vais pouvoir oser être. Et qu'est-ce que tu vois? C'était les petits bonhommes qui sourient derrière les... Regardez, je vais vous les montrer. Les petits bonhommes qui sourient. Vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que ne focalise plus sur ton passé. Reste neutre. Focalise sur tes projets. Et c'est ça qui va t'amener dans oser être, ta réalisation. Et s'il y a le petit livret, je sais pas si le petit livret est à côté. Oser être, il y a une belle affirmation, si tu veux la lire à haute voix ou si tu veux que je la lise. Oser être, hop. Oser être, j'ose être moi. Ça veut dire s'affirmer, se respecter en étant soi-même. Vos guides vous montrent que vous avez pris la bonne décision en osant être vous-même. Vous avez affirmé qui vous étiez, vous avez travaillé sur votre place au sein de votre famille. Vous vous connaissez mieux et vous êtes au clair dans votre positionnement. Tu vois, neutralité, je me focalise sur mes projets. Être soi permet de se réaliser sans nuire à l'autre, dans votre singularité, tout en étant connecté à l'unité. J'avais 200 balles. J'ai retiré de l'argent. Merde. Donc, c'est exactement ça. Et l'oracle, il sert complètement à ça. Il sert à aller regarder, en fait, le passé, la situation nettoyée, le présent, ce que je dois intégrer, vraiment. Donc là, le focus sur ce que j'ai à faire, sans me soucier de ce qu'il y a en dehors. Et puis, la situation intégrée, c'est que là, il y avait toujours cette espèce de peur de la trahison, tu vois. Et quand tu dis, si jamais, effectivement, je me positionne, que je reste neutre, que je focalise sur mes projets, qu'est-ce qui se passe? Tu poses l'intention, tu tires une 4e carte, et là, on te répond, oser être. Tout est là. Ok. Il n'y a plus qu'à oser, Joséphine. Ose être. Ouais. Et on a démarré l'interview, depuis le temps que vous nous suivez, on a démarré l'interview en disant que tu avais appelé ta chaîne Lumière. Et on a dit, la lumière sert à être allumée. T'as vu?
Putain, on a fait l'intro et la conclusion. On est bon pour aller travailler sur téléphone. On a fait l'intro. Oh putain, même Nico Salagas, il sait pas faire ça. Je suis sûr. Maintenant, je voudrais que tu nous parles de ton projet documentaire Yes. on va diffuser. Grâce à ça, je pense qu'on peut être complètement libéré. Ça, je vous le souhaite de vivre à tous une expérience comme ça. Faut pas s'attendre à des miracles au début, mais les miracles peuvent arriver. Le médium, c'est un filtre qui capte de l'information et qui, à partir de ce qu'il capte et de ce qui est filtré par lui, est redonné. Et ça, c'est le point commun de tous les médiums. J'ai toujours eu, me dire, voilà, on peut peut-être expliquer par autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène psychologique où on cherche à se rassurer, à justifier des constructions mentales? Et là, l'expérience, elle a été bluffante. Je me suis dit, voilà, je vais challenger le médium, parce que si je commence à lui raconter mes souvenirs de vie antérieure, trop facile. Voilà, il n'a plus qu'à l'utiliser, à broder, à construire lui-même, à mettre un maximum de détails, et comme ça, mon cerveau, il va enregistrer tout ça comme réel. Mais moi, c'était pas ça que je cherchais. Il n'y a pas un bon médium, il y a celui qui correspond à votre défunt. C'est-à-dire que votre défunt va venir aussi choisir son médium et puis, j'allais dire, le consultant aussi aura besoin d'avoir une confiance particulière envers le médium qu'il va aller rencontrer. Donc, le documentaire, il a été fait dans le sens où, comme je disais, la médiumnité aujourd'hui, elle est étudiée sérieusement. Et on a décidé de présenter la médiumnité sous un angle historique, scientifique, où on était la recherche. Et ce qu'on sait aujourd'hui, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est à l'instant T, parce qu'on va certainement faire d'autres découvertes dans quelques mois, quelques semaines, peut-être des années, pour comprendre ce phénomène. Et j'ai voulu prendre aussi des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qu'on voit sur toutes les chaînes YouTube qui font 80, 90 000, 100 000 vues, et qu'on voit répéter la même chose partout. C'est bien. Effectivement, quand on l'a vu une fois, quand on l'a vu 2 fois, 3 fois, ça commence à être un peu rébarbatif, et ça n'a rien d'intéressant. Et là, en allant chercher les intervenants qu'on a été chercher, à savoir Philippe Ferrer de la chaîne YouTube, on ne demande pas d'y croire, Philippe, il a rencontré plein de médiums, il anime des festivals, il a reçu plein d'invités, il a une légitimité à pouvoir exprimer ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, et à travers tous les événements qu'il présente, il voit différents médiums, il voit que chacun des médiums va travailler à sa manière. Donc il a une légitimité à parler de cette médiumnité. On a pris Emmanuel Johnson. Emmanuel Johnson, qui est quand même psychologue, spécialisé en neurosciences, puisque c'est le parcours qu'elle a suivi, qui travaille sur les vies antérieures, les sorties astrales, mais de façon très raisonnée, très scientifique. Donc elle a une approche très cadrée. Elle est auteure, elle a écrit de nombreux ouvrages aussi. Et puis Jean-Michel Grandcir, qui est notre éditeur, à Vincent et à moi-même, qui est éditeur aussi de tous les livres Hubert Brun, je précise au passage quand même, qui est une des références dans la spiritualité moderne. J'allais dire, Jean-Michel, c'est le Wikipédia de la parapsychologie. Il a une mémoire. Quand il parle d'un événement, il sait pourquoi il en parle. Il a une légitimité sur toute cette histoire de la parapsychologie, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les sceptiques de la parapsychologie, de la médiumnité, des capacités psychiques, ils nous sortent des trucs, ouais, machin, les réseaux sociaux et tout. Sauf que Jean-Michel, lui, il parle des expériences qui ont été faites entre 1880 et 1920. Alors certes, il aborde le truc avec le caillou dans la godasse, hein, c'est-à-dire que il va parler de l'expérience de Gordon Davis, qu'on a canalisé, qui était soi-disant mort et qui n'était pas, mais pourtant tous les détails qui ont été donnés par la médium sont justes. Et ce qui s'est passé, communication avec une conscience incarnée,
Tu vois, ça c'est Ouais. très intéressant. Il explique les expériences qui ont été faites avec Caslan, les expériences qui ont été faites par Lancelin, par voilà, tout ça en fait, j'allais dire, on aborde de façon scientifique, historique. Donc, ce documentaire, c'est vraiment la partie historique, la partie scientifique de la médiumnité. Et puis surtout, on se pose plein de questions à l'intérieur. On se pose aussi des questions. On parlait des champignons tout à l'heure. Ah oui, on parle de la psilocybine, on parle des expériences qui sont faites, on parle des états modifiés de conscience. Donc, on dit pas ça fonctionne comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On dit voilà, il y a ça, c'est factuel, voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, à la fin du documentaire, on se pose encore des questions. Voilà, c'est pas une vérité qui est assénée, c'est aujourd'hui, on en est là, il se passe ça, ça c'est factuel, On soulève mais des... on soulève des Ouais. questions, et je pense que ce sont des angles de recherche qu'on peut soumettre aussi aux scientifiques qui ont envie de travailler sur la médiumnité. Moi, comme je le disais, je suis prêt à les tester, alors peut-être qu'il y a des expériences qui n'aboutiront pas. Ça peut arriver parce que il y a des fois on est fatigué, émotionnellement pris, etc. Il y a plein de paramètres qui font que l'expérience, elle peut ne pas être concluante. Donc ce documentaire, il a été fait pour ça, pour donner un autre regard. Donc c'est pour ça qu'on est en tournée là sur toute la France, qu'on va aller en Vendée, qu'on va aller à Angers, on a été dans le Nord, on bouge un peu partout pour présenter. On a été à Agde de chez notre ami Valérie Gougier. Je En pense que Belgique c'est- aussi. alors en Belgique, on a pour projet d'aller. Ouais. Donc tu me disais tout à l'heure, tu as ouvert un site. Oui. Donc là, ce documentaire, ce serait le premier projet, mais il y en a C'est le d'autres à premier. venir. Il y aura donc au mois de septembre, donc il sera projeté à Caen, un documentaire qui s'appelle Fantômes entre mythe et réalité, qui sera disponible en VOD fin septembre. Et puis il y aura mi-septembre un qui s'appelle Deuil et après-vie. On est déjà en train de finaliser, en cours de montage. Et il y aura un sur les EMI, sur la com animale, sur les ovnis. Il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Donc il y aura une plateforme VOD sur le site. Voilà. Tu deviens un peu cinéaste du coup. Je sais pas si je suis cinéaste, mais c'est une envie de partager et puis surtout de donner la parole à des gens qui l'ont pas forcément. Ouais. Et c'est là où je te rejoins dans la chaîne Lumière. C'est de mettre en avant des gens qui ont des choses à dire et qui sont pas forcément connus. Ouais. Et tu vois, dans les autres documentaires, pareil, ce ne sont pas des gens qui sont médiatisés qui vont venir, mais plutôt des gens certes, qui ont peut-être déjà un bouquin, qui ont peut-être, voilà, mais qui ne sont pas toujours exprimés. Ouais. Et je pense que les mettre en avant, c'est faire entendre autre chose. Et je crois que c'est ça, en fait, la réalité. C'est de dire, bah tiens, lui, il a des choses intéressantes à dire, lui, on va l'interviewer, lui, on va le faire venir en conférence. Donc ouais, ton but, c'est de récolter des témoignages de gens, comme tu dis, pas les stars de la spiritualité, mais c'est ça, c'est parce que des alors, travailleurs attention, de la spiritualité du quotidien. c'est ça. Je dis pas que les stars n'ont rien à dire, hein, parce que parce qu'il y a des gens très On les a déjà intéressants, beaucoup entendus. mais le fait est, c'est que quand tu vois une interview sur une chaîne, que tu la vois sur une autre, et puis encore sur une autre, il manque quelque chose. À un moment, c'est un complément que cette personne ne va pas dire parce qu'elle l'a pas expérimenté. Ouais. Bon, et ma dernière question, est-ce que tu as une petite prédiction pour l'année à venir? Une prédiction, j'allais dire, tout ce que j'espère, c'est que les gens vont retrouver, comme je le disais, leur humanité, leur capacité à aimer, et surtout, j'espère, quels que soient les résultats des élections l'année prochaine, que les gens vont pas se foutre sur la gueule. Parce que ça ferait le jeu d'un parti ou d'un autre, et je trouve ça complètement con. Aujourd'hui, qu'on apprenne à comprendre l'autre, pourquoi aujourd'hui il y a une haine d'un tel, pourquoi il y a la haine de l'autre, pourquoi on détruit ça, pourquoi on casse ça, alors qu'en fait, avant d'être blanc, noir, avant d'être, on est avant tout des êtres humains en fait. Et ce que je trouve fou, c'est qu'il faut qu'il arrive des grosses merdes pour qu'on soit capable de retrouver notre humanité. Quand tu as des catastrophes, des attentats, tout le monde est solidaire. Et je me dis, pourquoi on est obligé d'attendre des malheurs pour réapprendre à s'aimer? Et tu vois, si j'avais une projection à faire, je vais pas parler de prédiction, mais une projection, ce serait qu'on puisse tous se retrouver et qu'on dise fuck à tous ces partis et qu'on dise simplement, bah, et si on réapprenait les uns les autres à s'écouter? Et si on réapprenait, alors je sais, ça fait encore bisounours, hein, mon truc, tu vas me le faire en arc-en-ciel suivant.
mais si on réapprenait à se comprendre, parce que le côté multiculturel, on l'a toujours eu. Et tu sais, quand je vais au Québec, moi, je vois les gens savoir vivre ensemble. Pourquoi on ne sait pas le faire en France? Il y a une question que je me pose, c'est pourquoi? Et pourquoi les médias nous montrent ça et qui nous montrent pas ce qui se passe bien d'un côté? Si tu prends ton journal télévisé, quelle que soit la chaîne, attentat, tsunami, tremblement de terre. C'est ça, est-ce qu'on n'est pas conditionné à être divisé Et en fait, on va pas te montrer la super réunion qu'il y a eu, les autistes ou les handicapés qui ont fait ça, dans la cité, tel truc qui s'est passé, qu'ils ont fait un super projet qui a servi à tout le monde. Ça, on te le montre pas, Ouais. parce que ça n'intéresse personne, évidemment. On va te montrer que les catastrophes. Même le générique du JT de TF1, il a été montré qu'il a été composé avec une musique anxiogène. Donc t'imagines, ça veut dire que les JT, avant même que t'aies les infos, t'as déjà, on parlait tout à l'heure des chakras et des notes, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer, tu vois? Et c'est que ça. Et on t'annonce, et ça, et ça, et ça. Avec toutes les incohérences, et moi je vois tout le monde gueuler dans son coin, mais je me dis à un moment, est-ce qu'on peut pas justement essayer de faire comme disait Pierre Rabhi, notre petite part du colibri, faire simplement en squeezant une partie du pouvoir. Parce qu'on dit qu'on va manquer d'eau. Ah bon? Sur la planète bleue, donc sur la Terre, on va manquer d'eau. Ouais, mais c'est de l'eau de mer. Ouais, on la dessalinise à Dubaï. Donc ça veut dire qu'on sait le faire. Ok. On a vu que sur la côte terrestre, on avait découvert des océans, une quantité d'eau encore plus importante qu'à la surface. Ok, donc on va Moi, je sais récupérer de l'eau avec mon pipi. C'est énorme. Je goûterai pas, mais c'est. Ça fait une eau très pure, très bonne. Si vous voulez partir en découverte, un stage découverte avec Taps, je vous invite à un stage de survie. Eh ben non, mais du coup, tu fais un trou, tu mets de l'eau de mer, avec l'évaporation de l'eau de mer, tu récupères de l'eau. Mais c'est une évidence. Et tu vois tout ça, je vois des gens à l'automne aller payer 9,90 le kilo de marron en grande surface, les châtaignes. Et je me dis que t'en as plein partout. L'année dernière, on a un endroit où on a été chercher des châtaignes, on a pris une trentaine de kilos qu'on a distribué tout autour de nous. Tu vois, tu sais qu'avec la châtaigne, une fois que tu l'as cuite, faire la farine de châtaigne, faire des gâteaux, faire plein de trucs. Et qu'en fait, il y a des gens qui payent 9,90 le kilo alors que t'en as partout dans la nature. Les mûres, les noisettes, les noix, les champignons. Les champignons, t'as tout en fait. Et ben non, on sait pas. Et que donc la nature, elle va continuer à nous donner des légumes, les poules vont continuer à donner des œufs parce qu'on nous a dit il va y avoir une pénurie d'œufs. Donc j'ai pas envie de mettre un bouchon dans le fion des poules. Je sais pas ce qu'on a fait, mais à ce coup il y a plus d'œufs. Tu vois, c'est tout ça en fait, gouverné par la peur. Alors qu'en fait, la nature, elle continue d'exister, elle continue de faire, et que ça paraît du non-sens tout ce qu'on nous dit. Et que si jamais on a un tant soit peu de discernement, qu'on quitte la peur, bah tout va changer. Et ça, ma projection, mon envie, ce serait que les gens se réveillent, analysent ce qu'on est en train de leur dire, et disent, attends, là on est en train de me dire une connerie. Et qu'on puisse réagir en fonction d'eux. Tu vois, c'est ça que je souhaiterais, simplement ça, et qu'on se retrouve à s'entraider. Comme je disais, pendant le Covid, j'avais des poulets, j'avais des courgettes, j'avais des œufs, et moi ça me convient bien. Si demain le système il collapse, il s'effondre. Et c'est ça en fait. Je crois que à nous de transformer ce monde, de l'ouvrir un peu plus, de se comprendre, de s'écouter pour avancer. C'est ça la clé aujourd'hui. Tout est là. Tout à fait d'accord. Amen. Chaussée aux moines. Chaussée aux moines. Parfois on est obligé de le citer, désolé. Ah, je croyais que c'était le Vergeron. Ah bah ça oui, mouler sur le moine. Et ça va être sympa à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était David Fontaine. Donc David, si tu as des remerciements ou un petit coucou à faire à des gens, profite-en. Bah, un grand merci au public qui nous suit, qui vient sur les conférences, qui entre guillemets vient partager des moments, qui nous fait confiance parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on vient pour la première fois en médiumnité. Faut avoir le courage, faut être prêt.
Et donc un grand merci à tous ces gens qui nous soutiennent, à toutes nos librairies indépendantes. Ça, je vais le dire encore une fois. On parlait d'un magasin tout à l'heure qu'on ne citera pas, qui met pas nos ouvrages enfin qui met pas l'oracle, les ouvrages. Tout ça parce qu'on soutient les librairies indépendantes, c'est très bien, c'est une grande chaîne. C'est leur choix et il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, ne les mettez pas, les grandes enseignes, ne mettez pas nos livres, ne mettez pas nos oracles. Et les gens iront dans les petites librairies et c'est très très bien. Ça fera vivre des petits commerces de proximité parce que vous avez suffisamment de pognon pour pouvoir survivre vous. Voilà. Je vais me faire plein de copains. Et donc merci. À nos éditeurs, merci à tous ceux qui entre guillemets partagent nos publications sur les réseaux sociaux. Et puis j'allais dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lumière. Merci à toi de ta confiance, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci au public, les 3 participants du public qui sont on a endormi le chien. Ouais, il y en a un qui dort. On t'a saoulé, un pirate, je suis vraiment désolé. Donc, si vous voulez retrouver tous les ouvrages de David Fontaine, je vais vous donner une adresse précise, c'est Lovive à Caen, c'est avenue du 6 juin. Ah, c'est ça, place de la Juste Résistance. en face de Jeanne d'Arc. Voilà. Jeanne d'Arc, regarde la boutique, elle surveille la boutique. Et puis bien d'autres encore, mais voilà. Donc, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!